Chirac un jour a parlé du bruit et des odeurs dans les immeubles de banlieue en montrant quand même l'odeur des Noirs, tu vois. Ça lui a pas foutu sa carrière politique en l'air. Le Pen pour 2 phrases, hein, dur à four crématoire et... Attends, non mais c'est quoi cette malhonnêteté? Non mais Le Pen c'est pas que 2 phrases. Là il va nous faire croire que le seul dérapage de Le Pen ça a été 2 phrases. On prend pas en compte hein, toute sa politique totalement raciste, réactionnaire, conservatrice, sa fréquentation avec des anciens nazis, des collabos, sa politique en Algérie, l'usage de la torture, tous les propos polémiques. Non, apparemment Jean-Marie Le Pen a été cancel parce que il a eu 2 malheureuses sorties. Oh bah dis donc, l'histoire selon Soral. Hein. On l'a massacré toute sa vie jusqu'à sa mort pour ça, tu vois. Donc ça... Non mais c'est dingue. Et c'est vrai qu'il a été très très massacré. Il a eu accès aux médias et tout, Jean-Marie Le Pen. C'est vrai que, oh là là, le pauvre. Oui, l'autre dit rien, l'autre. Oui, l'autre c'est un PNJ, hein, vraiment un PNJ. Moi, à un moment donné, on a monté une opération sur le dos qui s'appelait l'affaire Binti. Il se trouve que ça n'a pas eu de suite. Oh putain, je me rappelais de ça. Oh là là. C'était avec une femme noire, il lui a envoyé des photos ou des trucs comme ça, là. Il avait essayé de guédra une jeune femme noire. Oh putain. Il y avait on a tous vu la photo, je me rappelle Soral qui se la pète sur ça. En mode, ce qu'on voit, c'est un homme plutôt bien monté, bien entretenu, de 60 ans. Il est fou. Parce que je ne l'avais jamais vu, tu vois. Mais on a essayé de me la faire aussi. Et moi, ce que je reviens sur Tariq Ramadan, le problème, c'est que fondamentalement, il y a suffisamment de Français qui ont fait des études supérieures pour parler des Français musulmans, pour qu'on aille chercher quelqu'un qui, en fait, ne connaît de la France quelque part que les aéroports, tu vois. Parce que lui, en fait, il est suisse. Oui, bon, et toi, t'es en Suisse et tu viens quand même parler de la France. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Le modèle, l'une des grandes stars françaises, elle était belge. Johnny Hallyday, la figure de la chanson française, était belge. C'est bon, il y a un moment donné, vous arrêtez de nous casser les couilles avec ça, là. Il était suisse. Ok, oui, bon. Les Français ne le savent pas. Moi, je le sais. Il y a beaucoup de Français d'origine maghrébine et musulmans qui sont dans les hautes études en mathématiques. Les musulmans sont souvent très bons en mathématiques. C'est pas parce que tu as un doctorat en mathématiques que tu es apte à parler et à être représentant de l'islam en France. Ok, il n'y a pas de souci. Il y a des gens qui font des maths. Les musulmans sont bons en maths. Mais toi, les Français ne le savent pas parce que les Français, en fait, ils bouffent du média de masse. Et les médias de masse sont sous le contrôle de qui? Hein? Alors nous, on pense sous le contrôle des bourgeois, mais ça, c'est parce que vous êtes matrixés. C'est parce que vous voulez pas voir la vérité en face, hein, on sait. Hein? Ils sont sous le contrôle de qui, hein, les gauchistes, hein? C'est fou comment il répond jamais aux questions. L'autre, en fait, il vient juste relancer Soral et Soral va sur ce qu'il veut. Parce que là, on se rappelle, la question, c'était Tariq Ramadan. Il s'est quand même excusé d'avoir fait des mauvaises choses. Ceux qui tenaient les banlieues, le Parti Socialiste, SOS Racisme, hein, et Julien Drey, ont tout fait pour que soit qu'ils aillent vers la délinquance, en leur filant des ghetto blasters, tu sais, en les poussant à faire du rap et du tag, qui est quand même de la dégradation de lieux publics. Hein. Bon, oh là là. Les tags, en fait, on rappelle, c'est un délinquant. Joey Sarr est un délinquant, il taguait, hein. C'est dégradation des biens publics. Hein. Moi, j'ai vécu en banlieue pendant 10 ans en France dans les années 60. J'ai jamais vu une femme voilée. Il y avait les Titous, enfin, il y avait des Algériens musulmans partout. On a immédiatement, quand il y a eu la voie de l'islam au début des années 2000 dans les banlieues, on a favorisé un islam salafiste. Attendez, parce que là, il prend l'exemple en disant, moi, à mon époque, il n'y avait pas de femmes musulmanes qui portaient le hijab. Là, maintenant, on a favorisé l'islam salafiste. Alors, il faut savoir, l'islam salafiste, c'est pas les frères musulmans. Il faut être précis sur les termes. Mais bon, bref, passons. Là, le problème, c'est que la camarade de ce mec, elle porte le hijab. Voilà, donc comment il va s'en sortir? Rappelle-toi que Nasser, qui représentait l'émancipation du monde... Oh là là, il va encore faire... Ah mais s'il te plaît, est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut évoluer? Est-ce que vous pouvez trouver d'autres références que nous répéter toujours les mêmes vidéos? Il va parler de la vidéo de Nasser où il se fout de la gueule des frères musulmans qui voudraient rétablir le voile ou je sais pas quoi. Il y en a marre, s'il vous plaît. Le monde musulman, à l'époque où l'Égypte était un phare de l'émancipation à l'époque de la décolonisation, Nasser, ses pires ennemis, c'était qui dans les fin des années 50, 60 en Égypte? C'était qui ces pires ennemis qui montraient du doigt comme des gens qui étaient là pour nuire au décollage des nations arabes? Est-ce que tu le sais? Non, absolument pas. Il y a des frères musulmans. Oui, voilà, la vidéo. Après, je pense que le pire ennemi pour Nasser, c'était surtout la domination occidentale. Hein. Il essayait de montrer une troisième voie dans le conflit entre l'Occident et la Russie. Mais bon, apparemment, oui, le pire ennemi, c'est les frères musulmans. Les frères musulmans étaient utilisés de manière perverse par... Oui, Israël, les Anglais, etc. Non, les frères musulmans. Les services... Et sachant que les frères musulmans étaient ennemis avec Nasser, hein, les deux étaient ennemis. Hein. Anglais et par donc les services occidentaux pour mettre un frein au nationalisme arabe qui était des nationalismes arabes relativement laïques et qu'on donnait le bassisme, c'est-à-dire l'Irak, la Syrie, qui ont été détruits violemment.
Parce que s'ils ont été détruits violemment, c'est parce que c'est notamment l'Irak, un pays qui avait beaucoup d'avenir. Tout le truc qui est vrai sur comment l'Occident a financé les lectures les plus rigoristes de l'islam, notamment dans le Moyen-Orient, pour contrer les discours communistes et panarabistes. Ok, mais quel est le rapport avec l'islamophobie en France, quoi? Où tu veux en venir? Vas-y, explique-nous où tu veux en venir. Parce que là, il est en train de dire maintenant je vois des voiles. Tu es en train de dire que les femmes maintenant aujourd'hui qui portent le hijab en France étaient influencées par cette vision rigoriste, et donc il faudrait faire quoi à partir de là? Est-ce qu'on doit les considérer comme des ennemis? Est-ce que c'est les porte-drapeaux de cet islam salafiste? Voilà, comment ça se passe? Parce qu'elles avaient accès à la culture et aux études, etc. Et en fait, il y a eu beaucoup une stratégie, en s'appuyant sur les frères musulmans, de jouer la carte pour gêner, si tu veux, la montée des nations arabes, de jouer la carte du rigorisme, tu sais, et du traditionnalisme. Parce que ça empêchait une certaine élévation intellectuelle et technicienne, tu vois. Donc c'est un sujet très compliqué, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Frère, ta camarade, elle porte le hijab, là. Est-ce que tu peux réagir, s'il te plaît? Est-ce que tu peux lui poser des questions par rapport notamment à ta camarade, s'il te plaît? On nous ressort l'histoire des frères musulmans. D'après toi, le PSG vient de gagner la Champions League. Qui finance le PSG? Le Qatar. Bon, après, ça, c'est pas un mystère. Il lui a fait en mode question piège. Le Qatar, c'est quoi? Religieusement? C'est des musulmans. C'est des frères musulmans. Des frères. L'animateur qui a aucune capacité de résistance. Aucune. Oui. Et tu as remarqué qu'ils sont aussi très impliqués dans le patrimoine immobilier français, les investissements, etc. C'est-à-dire qu'ils sont... Est-ce que là, il est en train de valider l'idéologie que les frères musulmans sont partout, ils sont en train de racheter la France, c'est ça? C'est ce qu'il essaye de faire là? Où on va, Alain? Où on va? On te dit les frères musulmans financent, on va dire, le djihad en banlieue, mais on te cache qu'en fait, les Qataris qui sont des frères musulmans et qui financent les frères musulmans sont très liés aussi à la grande bourgeoisie française. Il n'a pas dit que c'était faux, hein. Il dit que aussi... En fait, là, il est en train de valider tout le discours printemps républicain sur les frères musulmans sont infiltrés partout. Là, on est d'accord. On est en tout cas d'accord qu'il est en train de donner du crédit à ces idées. Il rachète même l'immobilier en France. Si ces frères musulmans sont aussi puissants, qu'ils peuvent racheter les Qataris et tout ça, donc est-ce que ça contredit pas la logique? Donc c'est eux les puissants, c'est eux qui ont les médias et tout. C'est pas les juifs, Soral. Parce qu'un peu l'idée d'extrême droite, c'est de dire, bah regardez les musulmans comment ils sont devenus puissants. Donc comment toi tu l'allies avec ton truc, le problème c'est les juifs? Là, je comprends pas en fait où il veut aller là. Je comprends pas son truc là. Et avec le déferlement de racailles après la victoire comment dirais-je du PSG. Mais t'es nul, toi. Mais t'es nul, frérot. T'es nul. Quand tu dis on va organiser une soirée avec un écran géant au Parc des Princes. Et si on gagne, t'as Retailleau et tout ça qui dit si on gagne, on va ouvrir les Champs-Élysées. Tu sais très bien que tu es en train de dire à toutes les racailles de banlieue de France, tu sais, qui sont frustrés et pour qui les Champs-Élysées représentent ce qui est inaccessible, qui vont déferler et tout casser. Tu le sais. C'est déjà écrit. Donc tu fais tout pour que ça arrive. Pourquoi? Parce que ça veut dire musulmans racailles, dévastation des beaux quartiers et pro-palestiniens. T'as vu? Le problème, c'est surtout qu'on a mis en place un dispositif policier. On n'a rien fait pour accueillir la population. On n'a rien fait pour accueillir les gens qui voulaient faire la fête sur les Champs-Élysées. Et même plus que de ne rien faire, on a mis en place un dispositif policier pour provoquer et pour amener aux violences, quoi. Voilà, c'est surtout ça le problème. Ouais, parce qu'il y avait un drapeau et puis... Oui. Moi, à une époque, je vais te dire, je participais à des manifs, à une époque c'était dangereux, c'est-à-dire au début des années 2000. On fait la partie analyse des banlieues en France, les gens. Français, j'allais dans les manifs pro-palestiniennes avec des drapeaux français pour dire, nous les Français, patriotes, on est pro-musulmans. Or, à l'époque, qui c'est que je me prenais dans la gueule? Je me prenais dans la gueule le petit Besancenot, tu sais, du NPA, qui distribuait des drapeaux marocains. Basé Besancenot. Et le problème n'est pas tant que tu avais le drapeau français, le problème c'était des idées fascistes. C'était ça le problème. Marocains et Algériens au type qui défilait, pour que les Français voient bien que le soutien à la Palestine, c'était des Marocains et des Algériens. Et quand nous, on défilait avec nos drapeaux français, Besancenot, avec le mégaphone, disait « Les fachos attaquent la manif », pour qu'on se fasse attaqué par les types, tu vois. Là, on est dans Netflix, voilà, je vous le dis. Hein. Et heureusement, on a trouvé la parade, puisqu'à un moment donné, comme on était assez implanté en banlieue avec Dieudonné, on mettait en première ligne avec nous des filles voilées, c'est-à-dire des musulmanes, voilées, avec le drapeau français. Donc c'était des francs-tireurs. Il est en train de dire ça, on est d'accord. Les filles voilées comme boucliers et comme francs-tireurs, on est d'accord. C'est ça, il est clairement en train de dire ça. On mettait comme ça, ils étaient intouchables. Mais où est-ce que ça existait, ça? C'était où? Qu'ont commis les types du NPA, qui sont entièrement tenus par les trotskistes, c'est-à-dire par Israël. Hein. Je veux dire, si tu... Waouh, ce niveau de whipping. Des trotskistes, donc Israël. Donc, et vous savez qui est très trotskiste? Révolution permanente. Révolution permanente, Anas Kazib, Israël. Logique. Il n'y a pas besoin de faire une autre démonstration. Voilà. Faut le savoir. Hein. Et l'autre, il avale. Hein.
ouais, vous êtes très intelligent, monsieur Soral, vous êtes très intelligent, c'est incroyable. Hein. Pourquoi vous êtes censuré de la télé? Je comprends pas. Pourquoi on peut pas vous inviter? Pourquoi on vous invite pas? Non, le raccourci Mario Kart, non mais c'est une dinguerie. Ah non mais RP Israël, moi je l'ai toujours dit. J'ai toujours dit qu'il fallait se méfier de RP. Si tu remontes par des médiations, c'est Israël qui pilote toute l'extrême gauche française, hein, par des médiations qui s'appellent les mouvements de jeunesse trotskistes. Hein. Le NPA, c'est que ça. Hein. Mais tout ça, il faut avoir cette culture, tu vois. Ouais, bah, Et l'autre qui fait ouais, effectivement, il dit une dinguerie. Il est en train de dire. Mais en plus, j'ai l'impression que Israël finance mal l'extrême gauche française, déjà parce qu'on n'a pas d'argent. Et surtout, je crois qu'il y a un problème dans la ligne. Il y a un problème dans la transmission des infos et tout, parce que l'extrême gauche est pour l'instant très antisioniste. Hein. Le NPA, malgré toutes les critiques à l'égard du NPA, RP, tout ça, ils sont dans les manifestations pro-palestiniennes. Donc, comment Alain Soral, avec toute sa culture politique extraordinaire, arrive à parler de ça, arrive à expliquer ça? Comment ça se fait que c'est eux qui portent la voix de la question palestinienne en France? L'erreur une fois de venir nous taper dessus, et ils ont tapé sur les filles voilées, tu vois, parce qu'elles avaient les drapeaux, qu'elles étaient avec nous. Et de ce jour-là, ils ont perdu le soutien des banlieues. Parce que je vous le dis, dans les banlieues, on ne parle que de ça. Moi, le nombre de fois que mes grands frères m'ont raconté l'histoire, le moment où Alain Soral était venu avec des drapeaux français et des femmes voilées, et que à Besancenot les a tapés, ah mais ça a fait un retentissement de ouf dans les banlieues. Tout le monde en a parlé. Heureusement qu'il n'y avait pas de TikTok à l'époque, hein. Parce que même Balti en aurait parlé à l'époque. Je vous le dis, c'était une dinguerie. C'était une folie. C'est vraiment l'histoire qu'on nous raconte tous. On en parle encore. Ah ouais, on en parle encore. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Bah, il y a un héritage en banlieue. La mémoire se transmet en banlieue. Qui ont la testostérone pour défiler avec les bobos gauchistes, tu sais, qui étaient derrière le NPA. C'était les types de banlieue. Et ce jour-là, ils les ont perdus. Ça, c'était de la stratégie politique qu'on a fait nous, tu vois. C'est vraiment la bêtise antisémite du judo-bolchevisme. Oui, mais bien sûr. Aussi dans le truc de... En même temps, Besancenot, on l'a vu dans l'autre vidéo, là, il est islamo-gauchiste et en même temps, il est judéo-bolchevique. Il est les deux. Très fort. Très fort, Besancenot. Bravo à toi. Mais à un moment, il faudra choisir entre nous et eux, en fait. Fais des choix dans ta vie. Alors que quand tu as des manifs de soutien à Israël, ça se passe au Trocadéro, donc dans les quartiers de bourgeois, et ces gens qui sont 100% pro-israéliens et qui n'en ont rien à foutre de la France d'une certaine manière, sauf pour en profiter, eux, ils ont tous des petits drapeaux français, t'as vu? Mais par contre, on fait en sorte que quand il y a des manifestations pro-palestiniennes, il n'y ait pas un drapeau français. Bah ça, c'est de moins en moins vrai, quoi. Ça, j'ai l'impression qu'il y a un retour un peu sur l'idée que, bon, on peut accepter le drapeau français, même si c'est encore mal toléré, hein. Même si c'est encore mal toléré. Mais par contre, je pense pas non plus... En fait, je pense pas qu'il y a vraiment une politique à l'égard de ça. C'est juste que les gens qui viennent dans cette manif n'ont pas envie d'afficher le drapeau français pour moult raisons et préfèrent afficher le drapeau palestinien. Il n'y a pas des gens qui, à l'entrée de la manif, contrôlent pour qu'il n'y ait pas de drapeau français. Hein. Et j'ai déjà vu des gens avec et le drapeau français et le drapeau palestinien, tu vois. Mais il n'y a pas une politique sur ça, quoi. Et même on leur dit prenez plutôt des drapeaux algériens et marocains. Oui, moi j'ai vu Besancenot en manif qui distribuait plein de drapeaux algériens et marocains. Alors pas tunisiens parce que tout le monde s'en fout. Hein. Désolé les Tunisiens, voilà votre pays peu intéressant pour plein de monde. Mais le NPA qui diffusait des drapeaux algériens, ça je me rappelle ça, c'était bien, c'était cool. J'ai failli prendre ma carte à ce moment-là. Je dis pas que c'est Mélenchon, mais je veux dire, ce qui était avant, tu vois, Mélenchon qui drop. D'un coup, il y a Mélenchon qui drop, on sait pas trop pourquoi, on sait pas. Gauche française, ils ont tout fait pour que ce que je te raconte se passe comme ça s'est passé. Pour que le Français de base qui regarde les émissions se dise les pro-palestiniens, c'est des délinquants, futurs terroristes. Et finalement, Gaza et les Palestiniens, c'est la même chose que les racailles de banlieue. Les pro-israéliens, eux, ils sont patriotes, ils ont des drapeaux français, et ils sont pas délinquants, ils sont au Trocadéro. Oui, ils sont pas délinquants, mais ils ont organisé toute la délinquance en France. Oh là 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 là, mais à chaque fois, il peut pas s'en empêcher. Donc en fait, les Juifs ont organisé la délinquance en France, voilà. Alors si je résume un petit peu pour l'état des musulmans un peu en France. Oula. Intervention du journaliste. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? L'extrême droite est quasiment première dans les sondages, quasiment tout le temps. Tape sur le voile et l'immigration et les musulmans et la CAF et le RSA, etc. Comme s'il n'y avait que les musulmans qui touchaient ça. Donc ça s'organise un petit peu. Tout le monde tape sur les musulmans, comme ça on monte sur les sondages, parce que j'ai vu Gabriel Attal aussi. Il demande la solution à un ancien cadre du RN, c'est un chef. Lui, non, mais je suis fasciné, quoi. Je suis fasciné que la personne politique qui l'invite pour parler de ces sujets-là, c'est fucking Alain Soral. Et il est monté dans les sondages, il est passé sur Twitter, enfin voilà. Depuis le début, on est d'accord, sa question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Voilà la situation, qu'est-ce qu'on fait? On a un phénomène qui est très difficile à gérer, c'est qu'on a le phénomène de ce que j'appelle les droits tardés, tu sais. Il va faire croire que c'est lui qui a inventé le terme droit tardé. On est d'accord que droit tardé, ça a été, pour moi, le premier que j'ai entendu parler des droits tardés, c'est Antoine Goya. Mais peut-être que ça existait avant, hein. Les mecs de frontières, etc. Ça, c'est des petits blancs.
de la classe moyenne qui ont trouvé insupportable pendant des années de se faire bolosser par des racailles de banlieue. En général, C'est enfin une très bonne description de Jordan Florentin. Un petit blanc de classe moyenne qui s'est fait bolosser. C'est très bien. Moi, je suis d'accord avec Soral là. c'est les mecs des pavillons, tu sais, les petits blancs des pavillons, qui sont terrorisés. La violence quotidienne au collège, au lycée, le harcèlement, tout ça, moi je l'ai subi aussi. Pendant des années et des années, on leur a fait fermer leur gueule. On leur a traités de racistes, de collabos, de sans-couilles, de tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, les mêmes qui les diabolisaient, c'est-à-dire la puissance du CRIF. À ne pas confondre avec la puissance du Christ. Il y a la puissance du CRIF. Leur dit maintenant vous pouvez y aller, c'est-à-dire vous pouvez en fait vous venger. Parce que en fait, la ligne, tu vois, la boussole, en fait, c'est toujours Israël. Oh putain, mais... Je rappelle qu'il y a des gens qui disent que c'est littéralement Ouria. Genre, tout est centré sur Israël. Non, frère, non. La France suit ses propres intérêts. Les nationalistes français, les raslards français suivent leurs propres intérêts. Les républicains français suivent leurs propres intérêts. Et en fait, il y a juste à voir leur discours en mode, vous savez, il y a comme avec les réductibles athées. C'est l'idée que, non, mais ce que fait Israël, là, c'est pour nous défendre, nous défendre, nous, des horribles barbares, parce qu'ils sont profondément islamophobes. Ils n'ont pas eu besoin d'Israël pour être profondément islamophobes. Ils sont persuadés que les Arabes sont des barbares et que si on les arrête pas, ils vont mourir. Donc arrête avec ce truc. C'est Israël, c'est Israël. Israël s'est construit au départ sur on va dire un discours de gauche, victime des nazis, donc de l'extrême droite raciste, se réfugie dans un pays où il y avait personne, tu sais, le fantasme de la terre sans peuple pour le peuple sans terre. Et en fait, ils sont montés par la gauche. Et petit à petit, au fur et à mesure de leur victoire et de leur expansion, ils ont été obligés de continuer à avancer par l'extrême droite. C'est-à-dire, nous sommes le peuple de la lumière. J'aime bien comment il y a une totale déresponsabilisation de l'extrême droite française. Et les petits blancs là-bas, genre les frontières et tout, non, c'est pas eux le problème. Eux, ils sont juste victimes. Ils ont juste été victimes, du bolossage des Noirs et des Arabes, parce que c'était des petits blancs pavillonnaires, et deux, des Juifs qui les contrôlent et qui leur montrent pas ce que sont leurs vrais intérêts. Oh, les pauvres fachos. Oh là là. Oh, ils sont responsables de rien. Frontières ne sont responsables de rien. Le problème, c'est le CRIF. Non, bah non. Le parti préféré des sionistes et du pouvoir sioniste en France, c'est Marine Le Pen et le Rassemblement national. Alors qu'eux avaient passé des décennies, 40 ans à persécuter le père, chaque fois qu'ils disaient il y a un danger avec les racailles de banlieue, il y a un danger avec l'islamisation. Ils ont inversé leur soutien en quelques mois. Depuis le 7 octobre, tu as vu, ça a basculé. Aujourd'hui, l'antisémite, c'est Mélenchon. Il est en train de dire que Mélenchon n'est pas antisémite. Alors là, il est en train d'avoir le même discours que pas mal de gens de la gauche ou de la France insoumise. Donc en fait, la gauche égale littéralement Soral en fait. Parce que là, il y a un truc où il dit à peu près pareil que vous là. Franc-maçon du Grand Orient. Non, en fait, non. Ah, il est en train de dire Mélenchon, le franc-maçon. On va dire le couvert est mis pour toute l'extrême droite française, à condition qu'elle soit sioniste, ultra-sioniste, et qu'elle dise en gros, il y a vraiment un problème en France de civiliser, et tu sais, c'est ce qui s'appelle le conflit de civilisation. Après, la grande majorité de l'extrême droite en France est maintenant à l'idée que la priorité, c'est de s'attaquer non pas aux juifs, mais aux musulmans, tu vois, dans une logique islamophobe, et de prétendre que les juifs sont intégrés à la République. Mais ça ne veut pas dire que cette extrême droite n'est pas profondément antisémite. Il y a juste à voir les polémiques avec les électeurs RN, il y a juste à voir la trajectoire du RN, il y a juste à voir qu'ils sont prêts à interdire la kippa si ça peut permettre d'interdire le voile. Voilà, je vois pas ce que ça change. Le meilleur exemple, c'est Conversano qui dit que là, la priorité, c'est les Noirs et les Arabes, c'est pas les Juifs. Mais Conversano est aussi profondément antisémite. C'est-à-dire que toi, tu n'es pas du côté de la civilisation. Tu vois, tu es une espèce de sauvage, une brute, un égorgeur tu vois, potentiel, etc. Et là, tu vois ce qu'on appelle les droits tardés. Vous avez vu comment il est malin? Comment il est malin pour essayer de séduire les musulmans? Il est malin, il est malin. Et moi, ce qui m'inquiète les gens, et posez-vous des questions, les gauchistes. Posez-vous des questions. Comment ça se fait que Soral arrive mieux à les séduire que vous? Parce que vous êtes en mode, il faut abolir la famille. Et il faut abolir la religion. C'est tout. Sinon, vous êtes des réactionnaires. Vous êtes pas malin. Vous êtes pas malin, je suis désolé. Et donc, après, vous laissez la part belle à des Soral qui ont le champ libre pour raconter de la merde. Moi, je suis pour l'abolition de la famille. Mais c'est l'abolition de la famille. Il faut entendre ce qu'on entend par abolition de la famille. Et c'est à long terme. Ça ne peut pas être là le discours actuel de « là, il faut abolir la famille ». C'est vraiment le discours qu'on a. Ça n'a pas de sens. C'est un peu comme les prisons. Il faut l'abolition des prisons à terme. Mais à court terme, ce n'est pas entendable chez les gens. L'abolition de la prison. Je veux dire, même dans les classes populaires, c'est inconcevable. Pour eux, c'est n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi. Donc voilà, à long terme, c'est l'objectif à viser, mais par contre, je suis pas pour l'abolition des religions.
Ça, non. Après, ça dépend de ce que tu entends par religion. Hein. La religion, est-ce que c'est applicable à ce qui était dans les... Qu'est-ce que tu entends par religion? Qu'est-ce que la religion dans les sociétés actuelles? Cette distinction entre la religion et le reste de la vie, c'était pas aussi courant, c'était pas aussi logique dans les autres sociétés, tu vois. Donc, il faudra aussi savoir de ce que tu entends par religion. Il est assez peu raciste en réalité, le français, parce que c'est... tu étudies le travail d'Emmanuel Todd sur la structure familiale égalitaire, tu comprends qu'en fait, si on a pu autant traiter le français de raciste, c'est qu'il l'était assez peu, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est logique. Si on peut traiter les gens de racistes, c'est qu'ils ne le sont pas. C'est-à-dire, dans ce sens-là, c'est plus tu traites quelqu'un de raciste, moins il l'est. Par exemple, les nazis, on les a traités de racistes, c'est la preuve qu'ils ne le sont pas. Le KKK, on a pu les traiter de racistes, c'est la preuve qu'ils ne le sont pas. Voilà, c'est logique. Voilà, c'est QFD. Mais qu'est-ce que tu appelles l'abolition de la famille, Wissam? Regardez le live qu'on a fait avec Morgane Merteuil, regardez le live qu'on a fait avec Mathieu Renaud, parce que ça pose à interroger de qu'est-ce que c'est la famille déjà? Qu'est-ce qu'on entend par la famille? Que ce soit l'institution familiale ou le modèle familial actuel. Bref, c'est un long débat que je ne peux pas développer là. Okay, et ça veut pas dire qu'on n'aurait plus de frères, on n'aurait plus de lien avec les gens, mais bref, mais ça pour moi c'est inconcevable pour les gens maintenant. Et encore, je pense que là où il y a déjà des modèles qui existent de dépassement de la famille, c'est déjà dans les quartiers populaires où la famille est déjà un peu élargie, où c'est pas seulement le frère de ton père qui est ton oncle. Non, je veux dire, moi toute ma vie j'ai grandi avec les grands. En fait c'est un peu les tontons, les amis. Les amis proches de ma mère ou de mon père, c'est un peu les tontons. Et ça marche aussi avec moi. Tu vois, mon neveu, je suis son tonton. Mes cousins sont ses tontons. Les amis proches de ma soeur ou de mon frère sont son tonton. Tout le monde s'occupe un peu de lui. Voilà, et c'est là où tu vois qu'il y a déjà des trucs de solidarité. On est tous frères, allez, viens, c'est la famille. Tu vois, tu as des trucs déjà de dépassement du modèle familial très strict aujourd'hui. Quand je vous dis que c'est les classes populaires, moi, il faut rappeler que je suis à moitié blanc, hein, que j'ai une famille blanche, tu vois, et que je vois des mécanismes semblables dans cette famille blanche de classe populaire, plutôt dans vraiment les petites villes de 2000 habitants et tout, il y a aussi des mécanismes semblables. Hein. Anas Kassib dépasse la structure familiale à chaque vidéo. La famille. Je rappelle qu'en banlieue, dans un immeuble, tu as 3 fouteurs de merde, et puis tu as tous les autres qui se lèvent le matin pour aller bosser, tu vois. Mais ce que tu vois, c'est les 3 fouteurs de merde, et 3 fouteurs de merde dans un immeuble, ça te fout l'immeuble en l'air. Hein. Parce que la vie pourrie quand tu habites en HLM, dans un quartier paupérisé où il n'y a plus de services publics, tu as des problèmes de chauffage et tout, c'est effectivement les fouteurs de merde. C'est la priorité, les fouteurs de merde. Quand je fais mes courses, je lève un peu la tête, je regarde un peu la tête que tirent que ce soit les blancs, les arabes. Oulala, attention, c'est un sociologue de la vie de tous les jours. Vous êtes prêts? Vous connaissez Erving Goffman, la mise en scène de la vie quotidienne? Et ben là, il y a son héritier, Assil, qui va nous faire une sociologie de la vie quotidienne. Notamment avec les salaires qui sont bas, la vie qui coûte de plus en plus cher. Et en fait, je constate dans la vie de tous les jours, quand je fais mes courses, je lève un peu la tête, je regarde un peu la tête que tirent que ce soit les blancs, les arabes, les noirs, etc. Tout le monde est dans une sorte de tristesse. Oui, on est dans une société qui est malade, qui va mal. Il pose même plus de questions. Il a abandonné le principe, l'idée même de poser des questions. Il fait juste des remarques. Là, j'ai l'impression de voir Soral sur son canapé rouge en train de déblatérer pendant 1 heure et juste quelqu'un qui le relance, quoi. C'est vraiment ça. C'est la nouvelle. En fait, c'est peut-être le nouveau format des Soral, hein, des vidéos de Soral. Hein. Parce qu'ils ont fait des choix, hein, désindustrialisation, chômage de masse, ouverture des frontières. L'ouverture des frontières, c'est quand même un complot, je dirais, des riches. Oh putain. Allez, allons-y. Pour améliorer leur position au détriment de tous les autres. Hein. C'est-à-dire que tu fais rentrer dans un même pays le plus riche, le plus pauvre du tiers-monde avec le plus riche des pays les plus développés. Donc tu crées des tensions dans un espace restreint qui fait forcément monter la délinquance. Et donc la solution, c'est de fermer les frontières. Ok ? On voit qu'il y a des gens qui essayent de venir en France parce qu'ils galèrent et tout. Mais là, ça va faire cohabiter les plus riches avec les moins riches. Donc ça va créer des tensions et de la délinquance. Donc ce qu'il faut, c'est fermer les frontières. J'ai une analyse marxiste, hein. Parce que Soral prétend avoir une analyse marxiste. Voilà, c'est ça. Mais si à un moment donné, ils comprennent que là où on peut vraiment se faire plaisir, c'est dans le 16e, le 17e, le 8e, on va voir se multiplier les attaques de magasins, les homejacking, etc., etc. Son analyse marxiste est de dire qu'avec l'ouverture des frontières, ça va provoquer de la délinquance, du homejacking et tout. Donc, ce qu'il faut faire, c'est laisser les riches tranquilles, hein, ça va. Juste, faut fermer les frontières. Là, c'est urgent. Urgent. Faut que la misère, là, les miséreux, ils arrêtent de venir, en fait. Il y en a marre, en fait. Et alors, la question, c'est est-ce que tu as envie de vivre dans une société de merde comme ça, tu vois, avec des très riches et des très pauvres? Ça s'appelle la société indienne, hein, qu'on nous montre, parce que c'est marrant. Oui, mais donc, le problème, c'est qu'il y a des très riches. Plutôt que de centrer sur la fermeture des frontières, faut faire une lutte des classes.
comprends pas le truc. Oui, Soral, oui. Je sais pas trop qui ici en France s'extasie sur l'Inde. Vous en connaissez, que ce soit à gauche ou à droite. Hein. À gauche, j'ai l'impression qu'il y a un mépris sur, notamment parce qu'ils connaissent la société de caste et le fascisme de Modi. À droite, il y a un mépris raciste. Mais je vois pas des gens qui fantasment sur l'Inde. J'ai jamais vu ça présenté comme un modèle de société. Un building avec un penthouse en haut d'un milliardaire, et en bas, tu as des intouchables qui ramassent la merde avec avec une cuillère, parce qu'il n'y a même pas d'argent investi, tu sais, dans des investissements collectifs comme la voirie, tu vois. Or, la mondialisation, en fait, qui s'appelle le mondialisme. Parce que avant la mondialisation, dans les sociétés elles-mêmes, il n'y avait pas d'inégalité, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est inhérent. Il n'y avait pas des sociétés féodales où il y avait une forte inégalité entre le tiers-état et tout le reste. Hein. Non, non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça, c'est typique avec la mondialisation. Des gens très riches et des gens très pauvres, très près les uns des autres, avec un fantasme, tu sais, que tout le monde partage ce que c'est que la belle vie. Si t'es ophtalmo, si t'es chercheur, ou etc. Psychiatre. On se dit, putain, le mec, quand même, il en a dans la tronche et il sert à quelque chose. Mais déjà, tu vois, chaque fois qu'on te montre des mecs qui sont youtubeurs, rappeurs, etc. Ah là là, mais c'est quoi ce discours de daron en mode on montre pas assez le bon exemple, on montre pas là, il y a pas assez de bonnes, il faut des métiers utiles à la société. Alors que là, on apprend quoi? On apprend à être streamer. Mais non, oh, faut être médecin. De ma génération, j'ai connu tous les types qui sont montés dans le spectacle, etc. Nous, on avait tous une... Alors bien sûr, on se rappelle plus de la question qui a été posée. Donc là, on arrive au milieu d'une explication de Soral. Et il y a des gens qui vont se dire, mais attends, Wissam, on sait même pas à quoi il répond. À quoi il répond là? On n'a même pas la question. Il suffit d'avoir vu la vidéo précédente pour comprendre que la question, on s'en fout en fait. Soral répond ce qu'il veut. Parce que déjà, l'intervieweur ne s'est pas posé des bonnes questions. Et surtout, on voit que Soral, au bout de 10 secondes, il a oublié la question. Il est il est en monologue sur ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, ce qu'il trouve intéressant. On prenait les types qui faisaient des écoles de cinéma, tu sais, des écoles de théâtre pour des tapettes. Enfin, je veux dire, pour nous, c'était la honte, tu vois, de vouloir réussir dans les médias. Pour qui c'était la honte de vouloir réussir dans les médias? Est-ce que ça, c'est pas un avis plein de ressentiment? Ça, c'est vraiment l'avis de quelqu'un qui a pas réussi dans le cinéma et tout. De toute façon, nous, à l'époque, c'était la honte. Et moi, de toute façon, joueur de foot professionnel, moi, à mon époque, c'était la honte d'être joueur de foot professionnel, c'est tout. C'était la honte. On vient d'un monde où, voilà, quelqu'un qui finissait footballeur professionnel, c'était un traître. Voilà. C'est pas un truc d'homme, tu vois. Aujourd'hui, malheureusement. Mais d'où, surtout qu'à l'époque, il y avait déjà des acteurs avec des modèles de virilité, de masculinité. Il y a vraiment une époque où les mecs se disaient, je veux pas devenir acteur. C'est trop un truc de meuf. Je comprends pas. Oui, surtout qu'il a été réalisateur, oui, il a joué dans des films. Oui. Bah, alors des films pas extraordinaires, mais ça, c'est une autre histoire. Mais à quel moment? Même les types de banlieue sont fascinés par ce genre de trajectoire, parce qu'ils se disent, on peut aller très vite, tu sais, de 0 à 20, tu sais. À un moment donné, tu vas pas vouloir faire des études, tu vas faire bac plus 7 ou 8 pour être médecin, si tu te dis, je peux faire... Et malheureusement, on a beaucoup mis en avant les boobas, les machins, les caris, qui en plus... Oui, bon, la critique habituelle en mode à cause du rap et du foot et du cinéma, les gens veulent plus faire des études, ils veulent faire rappeur et tout parce que ça gagne des millions. En fait, j'ai envie de dire, ça fait rêver, bien sûr que ça fait rêver, mais bon, le problème c'est pas les rappeurs et tout. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'accès une fois que tu as terminé l'école. Tu fais des années d'études pour avoir un boulot de merde ou un boulot compliqué, un boulot mal payé pour des heures d'emploi, mais c'est pas la faute à Booba, tu vois. C'est pas à cause de Booba qu'il se passe ça, tu vois. Je pense que tu pointes le mauvais coupable. Comme des réussites de banlieue, parce qu'ils ont fait 3 succès de chansons produits par ceux qui tiennent le système. Hein. Je te garantis que au-dessus, je vais pas te le dire comme ça, mais au-dessus tout est juif. Hein. Je veux dire. Attends, mais il l'a dit comme ça au final. Non, mais attends. Je vais pas te le dire comme ça, mais tout est juif. Non mais... Mais oui, mais pourquoi il dit genre la seconde... Même Kanye West, il a mis plus de temps à dire son truc antisémite. Je veux pas dire qui c'était. Il était juif. Lui, il a pris 2 secondes. J'en vais pas. Je vais pas te le dire comme ça, mais c'était des juifs. Hein. Et l'autre, il va réagir, s'il te plaît. Réagis, dis quelque chose. Et selon certaines personnes, ça, c'est Ouria Boutelja. Hein. Voilà. À un moment donné, c'est eux qui te disent que tu vas devenir une vedette ou que tu vas pas en devenir une. Hein. C'est qu'il y a une hiérarchie. Le fait qu'il ait dit, je vais pas dire un truc antisémite pour tout de suite dire un truc antisémite, c'est quand même incroyable, quoi. Comment tu penses qu'on est arrivé à Kanye West aux États-Unis? Ce qui s'est passé récemment, tu vois. Parce qu'à un moment donné, d'ailleurs, comme Michael Jackson, il crache le morceau. Il dit nous, Ah d'accord, ok, il est en train de soutenir Kanye West. Ok, il y a Kanye West maintenant qui fait des musiques en mode nazi avec des croix gammées. Mais à quel moment on peut comparer? Il y a des gens qui me disent c'est un peu abusé de comparer Alain Soral à un nazi. Oui, bah, en même temps, il soutient quelqu'un qui fait l'éloge des nazis. Donc quand même des choses qui nous font penser que quand même la frontière entre Alain Soral et les néo-nazis, elle
elle est mince quand même. L'un des plus grands critiques de rap, Soral. Genre le rap c'est de la merde, ça détruit la jeunesse, ça détruit... c'est un piège pour les cultures noires, on enferme les noirs dans le rap et tout. Et le seul rappeur qu'il aime bien, c'est Kanye West. On se demande pourquoi. C'est le showbiz juif. Et c'est pareil dans la boxe, c'est pareil dans le basket, c'est pareil dans le MMA. Hein, je veux dire, quand je te dis ça, on pourrait dire que... Les juifs, ils possèdent même le MMA. Mais oh, les juifs, vous pouvez nous laisser quelque chose ou pas? Il y a un truc où... oh, laissez-nous des choses, s'il vous plaît. Vous travaillez trop, là. Arrêtez de tout contrôler et laissez-nous des petits trucs, quoi. Je prends des risques, mais en même temps, c'est de la sociologie pure. C'est absolument vérifié de A à Z, tu vois. Oh non, mais non, mais... La technique de Alain Soral, c'est la technique qu'il a depuis 10, 15, 20 ans, c'est vérifiable, hein. C'est de la sociologie, 100% c'est vérifiable. Il suffit d'aller voir, en sachant très bien que très peu de son public va aller voir. En plus, il sait même pas où. Tu sais, il dit même pas où. Genre, allez voir ici, allez voir là. Non, non, c'est vérifiable, hein, c'est de la sociologie, allez voir. Hein. Bah, donne-nous des pistes, quoi, où on peut aller vérifier tes propos. Et il sait très bien que les gens vont pas le faire, quoi. C'est vérifié, hein, c'est vérifié. Hein. Même dans le sport? Bien sûr, ah bah bien sûr. La boxe, c'est Bob Arum, le MMA, le basket. Et tout ça, il faut l'étudier, tu sais. Donc C'est le fait que dans le MMA, par exemple, il y a des Dagestanais musulmans Oui, très... d'accord. Réagis, dis quelque chose, je sais pas. Là, t'es juste choqué qu'ils disent ah, même dans le sport, c'est les juifs. Même dans le sport, mais réveille-toi! C'est Dagestanais d'ailleurs, tu prends Rabib, il fait une magnifique carrière, et puis là il est retourné au Daghestan, et comme c'est un musulman pratiquant, il a arrêté, quoi, je crois, quand son père est mort, il s'était engagé à faire une certaine carrière, et on n'en parle plus. Tu dis n'importe quoi, Rabib, les musulmans qui suivent le MMA et tout, il a encore une petite carrière sur Instagram et tout. Les gens regardent encore Rabib, faut arrêter là. Après, il fait plus de boxe, les gens vont pas le suivre jusqu'à 150 000 ans. Son talent, c'était la boxe. Il faut arrêter. En face, on t'avait mis un mec comme McGregor, t'as vu, qui tombe dans tous les trucs de la délinquance, de la provocation, de la voyoucratie, qui maintenant veut se présenter à la présidence de l'Irlande, tu vois. Et tout ça, c'est très difficile en réalité, c'est très difficile parce que pour te faire un chemin... Le rapport avec les juifs, là, je comprends pas. C'est quoi? C'est les juifs qui ont niqué la tête de McGregor pour qu'il devienne un délinquant qui veut être maintenant le président d'Irlande. Je comprends pas où il veut en venir. En fait, quel est le but de cette démonstration et en quoi c'est une démonstration? Face à tous ces pièges, tu lâches un peu le morceau, tu vois. Et puis notamment, il y a le chichon, il y a la facilité du trafic. Le chichon, il a plus de 50 ans. Hein. Moi, j'adore les gens qui disent le chichon. Il fume le chichon, le petit. Hein. Moi, je l'ai annoncé, je te dis, depuis le début des années 2000, voilà ce qui allait arriver, voilà ce qui allait vous arriver, soyez intelligents. Alors après, je te dis, y a ceux qui vont s'en sortir, souvent parce qu'ils sont structurés. Ils ont eu un papa et une maman qui les a bien structurés. La seule explication de Soral, c'est qu'ils ont eu un papa et une maman. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis. Bon, les fils uniques, dégagez. Vous êtes tous des échecs. Allez, ça dégage. Ça dégage. C'est la force encore des musulmans qui sont dans une société traditionnelle, c'est que le papa est un papa, le maman est une maman. Quand t'es né dans des familles dysfonctionnelles où le père se prend pour une femme... C'est assez fascinant qu'il y a même pas 30 secondes, il est en train de dire que les juifs possèdent le MMA, possèdent le rap, possèdent le basket. Et là maintenant, les musulmans, au moins, ils ont une maman qui est une maman et un papa qui est un papa. J'allais dire une papa. Ok. Après, tu pourrais parler aussi de l'absence des pères dans les quartiers populaires, les mères qui éduquent seuls leurs enfants et tout. Je veux dire, je comprends pas cette manière de présenter les choses de manière très homogène. Vous dites souvent que le féminisme a été récupéré par le système pour... Non, mais lui, c'est bon. Moi, je suis plus tolérant avec ce gars. On est d'accord que là, il lui déroule le tapis rouge. On est d'accord. Moi, je le prenais pour un inconscient qui avait pas conscience. Un inconscient qui avait pas conscience. Un gars qui avait pas conscience de qui il avait face à lui et qui s'est dit, il avait 2-3 techs intéressants, je vais l'interroger. Mais en fait, on est d'accord qu'il est un peu convaincu par ses idées. Oui, c'est ça. Il lui donne la possibilité de parler à un grand public, quoi. Laisser les femmes contre les hommes. Et selon vous, c'est une stratégie de division? À quoi ça sert? Mais stratégie de qui? Genre, il y a quelqu'un qui s'est dit, allez, on va faire monter le féminisme pour détruire les femmes et les hommes, c'est ça? C'est de qui? Des femmes? Est-ce que c'est aussi les femmes juives ou c'est juste les femmes dans leur ensemble? Qui a fait ça? Est-ce qu'elle a encore lieu aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de psychologues qui parlent aujourd'hui que les femmes, dans un premier temps, on les a enlevées du foyer pour aller les faire travailler. Et maintenant, les papas, on leur enlève un maximum d'autorité pour que les enfants restent, entre guillemets, aux mains de l'État et de l'éducation. Quel psychologue dit ça? Vas-y, dis-moi. Qui? Donne-moi les sources, s'il te plaît. Dites-moi quel psychologue dit ça, là. Oui, les psychologues disent... Non, là, c'est pas de la sociologie, Sosomanège. C'est de la pure psychologie. C'est sourcé, hein. C'est les psychologues qui le disent. Hein. De l'État et de l'éducation qu'on fait à l'école. Et à l'école, on voit que dans les manuels scolaires, petit à petit, on parle beaucoup de sexualité. À mon goût, beaucoup trop. Oh là là, attends, mais ça c'est vraiment, c'est la pipeline, moi je dis pipeline toujours, de comment les musulmans non politisés peuvent devenir droitards. C'est tout sur l'angoisse, sur la sexualité, l'homosexualité, les LGBT. Je vous jure que, ça c'est ma take à moi, ma take personnelle. Il est beaucoup plus facile de rendre d'extrême droite les musulmans ou les habitants de quartier à travers les questions d'homosexualité, de LGBT, de sexualité tout court, tu vois,
que par des questions d'antisémitisme. Je suis persuadé que c'est beaucoup plus facile pour eux. Persuadé. Parce que en plus, là, de plus en plus, tu as des gens qui sont politisés sur la Palestine, qui voient la distinction entre juifs et sionistes, qui voient des juifs anti-sionistes et tout. Mais sur ça, il y a un travail de ouf à faire. Hein. C'est une folie. Oui, la GPA, le féminisme, tout ça. Ouais. Vraiment, le truc facile d'accès, quoi. Où tu peux vite aller à l'extrême droite. On parle de changement de sexe, on parle de sexualité à des âges où on n'est même pas encore pubère. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Bah, tout ça, je l'ai expliqué et théorisé. Toujours pareil, un travail historique. Travail historique. Genre, il a vraiment fait un travail historique sur ce sujet-là. Genre, ouais, Alain, arrête. La fondation Rockefeller, qui finance le rapport Kinsey, qui est pour nous dire en fait que la sexualité est intrinsèquement délinquante et que le reste en fait c'est du mensonge, de la pudibonderie. C'est-à-dire qu'il y a une idée de la libération sexuelle qui n'est pas une libération de la sexualité en fait, qui est une éducation à la frustration et à l'effondrement du surmoi. C'est-à-dire qu'il y a un animal. Là, il est plus marxiste parce qu'il est allé dans l'analyse freudienne, on est d'accord ? Il a parlé du surmoi, donc là il est totalement dans l'idéalisme psychanalytique. En toi comme en moi. Qui s'appelle la sexualité, que tu dois gérer par un travail d'éducation, qui est une transmission par les parents, pour ne pas quand même être un aliéné, tu vois, parce qu'en fait la sexualité ça peut être comme une drogue, tu vois. Et traditionnellement on sait que la sexualité est comment dirais-je, le vecteur de la reproduction de l'espèce, mais qu'en même temps elle a une dimension de sauvagerie. C'est pour ça d'ailleurs que la sexualité passe par le couple traditionnellement. Hein. On est des. Elle a une dimension de sauvagerie, la sexualité. Là, c'est peut-être des trucs que moi je maîtrise pas, mais je pense que ça doit être les trucs de mascu en mode animal. C'est comme ça qu'on fait l'amour. C'est nos instincts animaux. C'est pour ça. D'accord. Ok. Ça veut dire qu'il a une grosse bite en gros. Que devient un animal en baisant? Mais oui, mais ça, c'est beaucoup les trucs de mascu sur... ouais, je suis d'accord sur un peu la culture du viol. En mode, bah ouais, le sexe animal, c'est là où on redevient des animaux, quoi. En fait, l'islam permet théoriquement la polygamie, mais au niveau des musulmans français, elle est interdite par le niveau de revenu des mâles, tu sais. Alors que notre société à nous est monogame, mais en réalité, elle est polygame dans un mensonge qui fait que quand tu es un bourgeois, tu as une femme, une maîtresse, voire 2, 3, 4 maîtresses. On en a parlé dans un... Ok, et donc, en gros, t'as des gens, oui, ils sont pour la monogamie, mais ils ont des maîtresses à côté, ok, et les musulmans, ils peuvent pas avoir les moyens d'avoir plusieurs femmes parce qu'ils ont pas de revenus, ok, mais je veux dire, ok, oui. Oui, c'est pas qu'en France, hein, c'est pas qu'en France, dans d'autres pays, je veux dire, t'as pas les moyens d'avoir plusieurs femmes. D'ailleurs, moi, je pense que c'est aussi un moyen d'éviter d'avoir trop de femmes pour certains, quoi. Dire, bon, gars, faut pas que tu sois injuste, mais bref, allons-y. Il y a des gens qui sont à la tête du système et qui dominent. Et pour dominer, si tu veux, il faut pratiquer ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, tu vois, c'est-à-dire avoir des stratégies de domination. Et tu te dis, il faut donc que tu affaiblisses un peu la masse dans sa capacité de conscience et de révolte, si jamais, parce qu'en général, tu vis sur son dos. Hein, c'est le principe de la domination, c'est que tu vis sur le dos du travailleur collectif, comme on dit. Hein. Le travailleur collectif. Pourquoi collectif? Moi, en fait, il y a des termes, je veux comprendre. Peut-être que j'ai pas les datas là, par exemple. Tu vois, le travailleur collectif. Ok, allons-y. On y va. Et il est évident qu'un des trucs qu'il y avait à casser, et ça s'est fait à partir de 1945, ça commence aux États-Unis, c'est l'idée de casser la famille traditionnelle, hein, avec l'autorité du père, la mère qui fait la mère, c'est-à-dire l'amour d'un côté, la loi de l'autre, tu sais. Le prolétariat, mais oui, mais pour moi, le travailleur, c'est le prolétaire. Pourquoi ajouter le travailleur collectif? Si tu mets le terme collectif, tu fais tout de suite référence au prolétariat, c'est ça? Je sais pas, peut-être. La mère incarne l'autorité du père, la mère qui fait la mère, c'est-à-dire l'amour d'un côté, la loi de l'autre, tu sais. Ouais. Les mecs, on est la loi. Et surtout pas faire preuve d'amour, les gars, parce qu'on n'est pas des, on n'est pas des on n'est pas des femmes, nous c'est la loi, et les gonzesses c'est l'amour. Ouais, et ça c'est vérifiable, hein, c'est dans la sociologie, hein. C'est psychologique, hein. La mère incarne l'amour, et cet amour permet que l'enfant arrive à intégrer la loi qui est portée par le père, tu vois. Quand tu perturbes cette structure, hein, qu'on peut appeler l'Oedipe au sens pas spécialement freudien du terme, tu vois, transmission de l'amour qui est nécessaire. Attention à pas trop puiser dans Freud, parce que c'est un juif, hein. Soral, là je te trouve très... tu vas trop dans la communauté organisée. C'est-à-dire que tu te fondes sur Marx et tu te fondes sur Freud. Deux juifs. Là, ça commence à faire beaucoup quand même, Soral. Tes références. De quel côté tu es, hein? Il faut savoir, il faut choisir ton camp, Soral. Merci, Pauvenin, merci. À côté, transmission de la loi qui est nécessaire de l'autre côté. Quand tu casses cette structure fondamentale, qui s'appelle le couple, et qui s'appelle la différence des sexes, tu produis un enfant dysfonctionnel, hein, qui à l'adolescence va potentialiser sa dysfonctionnalité et devenir un dépressif, un délinquant, etc. Et ça sera quelqu'un qui est beaucoup plus facile à contrôler,
à contrôler. Ce qui m'énerve, c'est de faire comme si le seul problème pour les enfants qui avaient des problèmes dans leur vie, c'est juste que ils avaient un papa qui n'était pas un papa, c'est-à-dire qui n'était pas un homme, ou une maman qui n'était pas une maman, c'est-à-dire qui n'était pas une femme, une vraie femme ou un vrai homme, ou qu'il n'a pas un papa et une maman. Comme si le problème résidait pas dans la manière dont les parents, quel que soit leur genre, quelle que soit leur sexualité, lui ont pas donné une bonne éducation, lui ont pas donné de l'amour, n'ont pas été à l'écoute, n'ont pas été empathiques, lui ont pas donné des soins, l'ont pas bien nourri, logé. Non. C'est juste que, en fait, si t'as un papa et une maman, c'est bon, ça marche. C'est ce que j'expliquais dans les années... à partir des années 80, je disais, les gars, vous êtes tous fascinés par Tony Montana. Tu sais, à l'époque, c'était Scarface. Ouais. Mais quand vous aurez fait 2-3 allers-retours en prison et que votre testostérone aura baissé, vous finirez gardien de parking, tu sais. Et ça, il n'y a que Alain Soral qui a eu cette critique. Je n'ai entendu cette critique en mode « Oula, attention, ne prenez pas les voyous comme modèle parce que vous allez vite le regretter. Faites des études plutôt. Faites des études parce que vous allez devenir délinquant et après, vous allez regretter. » C'est seulement chez Alain Soral que j'ai entendu ça. Et chez Kerry James. C'est les deux seuls. Parce que pour 2-3 qui vont s'en sortir, 2-3 cadors, tu vois, du grand banditisme, qui d'ailleurs, ça finit quand même toujours mal, les autres, ils auront fait 2-3 conneries, ce qui fait qu'ils sont bien marqués dès l'adolescence, prison, etc., etc. Oui, mais ça, tout le monde le sait, que la délinquance, c'est pas cool, que c'est pas un avenir pour les jeunes, qu'ils vont regretter, que ça casse les couilles à tout le monde. Oui, ok, oui. Et tu les retrouves vigiles, tu sais, vigiles dans un, tu vois, dans un truc. Une pensée aux vigiles qui n'ont jamais été dans la délinquance et qui ont juste des parcours qui ont fait que difficile, que ce soit dans le truc scolaire et tout, bref, ou des gens qui viennent d'arriver en France et qui terminent vigile. Une pensée pour vous, voilà. Parce que Soral, je trouve ce mépris aussi pour les travailleurs. En fait, c'est assez fascinant que il se la joue porte-parole des classes laborieuses et en même temps il a un vrai mépris envers les petits travailleurs, les gens qui ont des boulots horribles et éreintants, qui gagnent peu d'argent et tout. Bah lui non, voilà. Vigile, terminer vigile, bravo. Donc casser la famille traditionnelle, casser le père, faire que la mère n'ait plus envie d'être la mère, est une stratégie de domination sur la jeunesse, tu vois. Et au départ ça a été fait par Hollywood. Ok, l'instigateur de tout ça, c'est Hollywood. Au départ, voilà, Hollywood, et on termine à le gars qui devient vigile. Ok, non, il n'y a pas de souci. Et Hollywood, c'est contrôlé. Et on a énormément favorisé ce genre de truc qui consiste quand même à dire à ne pas écouter son père et à faire pleurer sa mère, tu sais. C'est un peu les... Oh là là, j'ai l'impression d'écouter un tonton chiant. Écoute tes parents, arrête. Ah, t'aimes bien Elvis Presley qui était dans le chichon, hein, qui se droguait, c'est ça que t'aimais bien. Oh. Les deux constantes. Parce que ça... Le système, finalement, aime bien une jeunesse dysfonctionnelle, parce que d'abord, c'est ce que ça fait des consommateurs, c'est des acheteurs compulsifs, notamment chez les filles, tu vois. La mode, tu vois. Mais attends, il n'a pas écrit un livre sur la mode expliqué aux parents, il n'a pas un truc sur la mode, lui-même, il n'était pas à fond dans la mode au début de sa vie, Soral. Et en plus, c'est comme s'il n'y avait que les filles qui étaient intéressées par la mode. Ouais, la misogynie classique de Soral, quoi. Tu vois, il n'y a pas de solidarité collective, et qui, de toute façon, font un peu chier, si tu veux, mais à la marge. Moi, j'ai jamais vu des racailles de banlieue qui venaient de la Seine-Saint-Denis comprendre que si on voulait s'amuser, il fallait aller dans le 7e et dans le 16e. Ils allaient tous à Bastille. Mais c'est chiant le 16e, non? Moi, les fois où je suis allé dans le 16e, je trouve ça mort, je trouve ça vide, je trouve ça déprimant le 16e. Après, j'y suis allé que 2-3 fois et je pense que je suis pas allé dans les quartiers intéressants, j'imagine. Mais vraiment, le 16e, moi, ça m'angoisse tellement c'est vide. Nous, on était beaucoup plus malins qu'eux. On sortait pas à 8 en survêtement. On sortait à 2 à peu près habillés correctement. On s'habillait un peu en bourgeois et on allait draguer dans les beaux quartiers. Ah, c'est tout, oui. Donc, oui, non, mais en gros, l'amusement, selon Alain Soral, tu sors avec un pote, tu vas draguer dans le 16e. Super, waouh. Ok, on devait s'éclater avec toi à l'époque. Oh là 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 là. Tu pars à 8 dans une bagnole pourrie, tous habillés en survêt et que tu déferles sur Bastille, tu finis ce qu'on appelle bite sous le bras. Et puis donc, tu sais comment ça finit au bois de Boulogne, à se faire sucer par un travelot. Waouh. Mais c'était quoi la question de base? C'était sur la famille, l'école, et là ça finit sur ces bouffons qui sortent en Lacoste, après ils vont se faire sucer au bois de Boulogne. Ok. Mais c'est pourquoi ça tourne toujours autour de ça? Pourquoi il est obligé de revenir sur ça? C'est une dinguerie, quoi. Autour de la femme, c'est des homosexuels refoulés, c'est... Non mais... C'est bien, il a été antisémite, il a été sexiste, il a été homophobe, c'est parfait, ça va faire des vues. Il y a de plus en plus d'influenceurs, femmes ou hommes, qui prônent un petit peu le modèle à l'ancienne. C'est-à-dire que les hommes qui disent les femmes ne doivent pas travailler, doivent rester à la maison, s'occuper du foyer, etc. Et les hommes doivent aller bosser, ramener de l'argent, et en tout cas assez d'argent pour subvenir aux besoins du foyer. Et ça fait chier pas mal le gouvernement, puisqu'il y en a qui ont été...
Ah oui, j'imagine le gouvernement être chié par le fait qu'on dise les mecs, allez travailler encore plus pour entretenir la famille et la famille, restez chez vous pour entretenir, pour faire des enfants et les entretenir. Oui, j'imagine. Après, je pense que dans l'idéal, c'est que la femme fasse les deux. Mais si la femme reste chez elle, fait des enfants et les entretient et qu'elle en fait qu'elle fait 4-5 enfants, des futurs travailleurs bien polis, bien cadrés, qui vont travailler sans rien dire, je pense pas que le gouvernement va être en désaccord. Hein. Je sais pas, il y a peut-être le projet de réarmement démographique. Hein. Je sais pas si t'en as déjà entendu parler. Mais oui, je vois pas le gouvernement trembler sur ça, quoi. Parce qu'en plus, vraiment, le modèle qui dit, c'est le gars va travailler, va ramener assez d'argent pour la famille et la femme reste au foyer, elle fait des enfants et elle élève des enfants. Waouh. Ouais, j'imagine Macron être non, alors là non, on est où là? Là, tu vois bien à quoi sert le féminisme. C'est dire, regardez, les conquêtes du féminisme, on travaille, on est indépendante. En fait, ça veut dire, on a été mis au salariat forcé, d'une certaine manière, parce que aujourd'hui, un couple ne peut pas vivre avec un seul salaire. Ouais. Donc, c'est pas que la femme a eu le droit de travailler, c'est qu'on les a mis au travail. Pourquoi? Parce qu'il y a une explosion du secteur tertiaire, et que dans le tertiaire, les femmes et les hommes sont indifférents, parce que c'est pas des boulots de force, tu vois. Après, ça, les femmes de classe ouvrière ont toujours plus ou moins travaillé. Hein. Ça, c'est plutôt les femmes de classe moyenne qui maintenant travaillent aussi à côté. Mais sinon, les femmes de classe ouvrière se sont mis au travail très très tôt, quoi. C'est pas une tendance générale en mode avant, je sais pas, les années 70, 80, les femmes ouvrières travaillaient pas. Non, les femmes ouvrières ont toujours été obligées de travailler à minima pour subvenir aussi aux besoins de la famille, quoi. Vous avez juste... De faire le double travail. Allez lire le travail de Maria Dalla Costa. Maria Dalla Costa, allez lire Silvia Federici, allez lire sur le mouvement ouvrier. Mais bref, allez lire les féministes marxistes. Chez les musulmans, il y a beaucoup plus de mariages que chez les non-musulmans, par exemple, parce qu'ils ont encore une tradition. Et la famille, chez les maghrébins musulmans, est très forte. Et ça les sauve d'une certaine manière. Ça les sauve. Malheureusement, souvent, c'est un piège pour les garçons, parce que la maman, tu sais, idéalise le fils. La famille, c'est un piège pour le garçon. Attends, il a dit ça, premier degré? Parce que là, les gens là, c'est le total contraire de Ouria. Ouria dit que dans les familles immigrées, la famille représente quelque chose d'important et un refuge, malgré tous les défauts de la famille. Pour certains indigènes, un refuge face aux oppressions qui se trouvent à l'extérieur. Mais tu lis Ouria, tu comprends que c'est un piège surtout pour la femme, pas pour le mec. Ouria dit que c'est un piège pour la femme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle-même est une femme, qu'elle est dans le piège de la famille, qu'elle a subi des oppressions par rapport à ça. Et vu le racisme, et vu le système capitaliste, le racisme, les discriminations, les injustices, elle fait quand même le choix de la famille. Alors que la fille, elle, il faut qu'elle s'en sorte. Tu vois, donc tu vois qu'il y a une réussite des filles, et souvent il y a un maintien des garçons à cause du rôle de la mère abusive, tu vois. Genre, les garçons arabes et noirs arrivent moins à s'intégrer dans la société, notamment à trouver du boulot, je sais pas, à cause des mères. Genre, les mères ont tellement chouchouté, bon, bah allons-y déjà, mais ont tellement chouchouté leurs enfants garçons et mis de côté leurs enfants filles. Ça, à la rigueur, allez, partons du principe que ce soit vrai. Allez. Et c'est pour ça que les garçons ne réussissent pas dans la société, ne réussissent pas à trouver un emploi, ne réussissent pas dans le monde scolaire. C'est pas à cause déjà d'eux-mêmes. Tu vois, tu pourrais dire, bah, ils n'ont pas assez investi l'école, ils n'ont pas assez investi le travail. C'est pas à cause du système éducatif, c'est pas à cause du marché de l'emploi. Non, c'est à cause de la mère qui les a trop chouchoutés. Genre, le problème, c'est la mère. Et en plus, il n'y a même pas d'empathie. Tu sais, ils doivent dire, ah, c'est quand même triste, la mère, elle a voulu leur donner beaucoup d'amour. Non, c'est en mode, la mère les a castrés. C'est à cause de la mère. Qui est d'ailleurs à peu près la même chose que chez les juifs. Hein. La mère abusive, c'est dangereux. Mais si tu dis que c'est comme les mères juives, bah, ça veut dire que les hommes juifs réussiraient moins. Or, tu nous dis que les juifs contrôlent un peu tout. C'est eux à la tête du système. C'est eux qui contrôlent le basket, le football, le rap, Hollywood. Donc, comment ils y arrivent, eux, quand même? Le MMA, alors qu'ils ont une mère abusive. Ou alors, ça veut dire que c'est pas les hommes juifs qui contrôlent, mais c'est les femmes juives qui contrôlent. Parce qu'elles, elles ont pu réussir parce qu'elles n'avaient pas une mère abusive. Moi, je voudrais une explication sur ça. Voilà, comment ça se fait que les hommes juifs réussissent malgré la mère abusive? Il y a pas mal de filles qui se rendent compte que le féminisme n'était pas qu'un progrès, qu'il y avait aussi, tu vas être la triple journée, tu sais, c'est ça. Maman, travailleuse et putain. C'est là où il est malhonnête, mais c'est pas qu'il est malhonnête, c'est son idéologie. Mais il y a toujours eu des féministes qui ont critiqué ça dès le départ. Les féministes marxistes, c'est pas les années 2000, c'est dès les années 60-70 sur le double ou le triple travail des femmes. Il y a toujours eu une critique sur ça. Faut arrêter de faire croire que d'un coup les féministes se seraient réveillés en mode oh, merde, on travaille maintenant, mince, on était contre ça. Tu vois, c'est dès le départ. En plus de faire des féministes un groupe homogène, comme si Chiappa, c'était la même chose que Maria Dalla Costa. Et puis tu as ce qu'on appelle l'obsolescence de la femme, à partir de 35 ans. L'obsolescence de la femme, à partir de 35 ans. Oula. Marie, il te reste combien de temps? Il te reste combien de 3 ans. Mais t'as quel âge? Ah, je crois que t'allais avoir 33 ans. Ok, 32 ans. Ok, il te reste 3 ans. Ok, ça va, ça marche. Ok, ça marche. T'as l'âge de la beurette, tu sais, qui elle peut rentrer dans les boîtes de nuit et qui va trouver aller au centre-ville parce qu'il y a une boutique de juifs qui va la prendre comme vendeuse, tu sais, ça s'appelle le Sentier. Toute cette sociologie, je la connais
connais par cœur parce que je l'ai vécu et analysé. Ah, moi, je voudrais bien les enquêtes ethnographiques d'Alain Soral, tu vois. Je voudrais bien qu'il nous partage ses observations, les entretiens qu'il a fait. Voilà, moi, je veux bien voilà, son travail ethnographique, qu'il nous fasse un résumé de son travail ethnographique, ça serait intéressant. C'est la première fois que je l'écoute, c'est vraiment quelque chose. Oui, oui. Oui, il y a certaines personnes qui doivent découvrir Alain Soral. Hein. Elle, la beurette, elle se dit la France c'est pour moi parce qu'elle rentre dans les boîtes de nuit parce que le français n'est pas raciste avec les femmes. Pour lui, il y a deux catégories de femmes. Si, il est raciste. Voilà, c'est pas parce que t'es burétophile que t'es pas raciste, au contraire. Je veux dire, l'exotisme, oui, un peu cette orientalisation, cette sexualisation à outrance de la beurette, là, déjà rien que le terme beurette, cette sexualisation de la femme arabe, si, c'est raciste, hein, c'est totalement raciste. Hein. Par exemple, c'est Ménard, non, qui était triste que les femmes arabes portent le voile et qu'ils puissent plus les draguer et tout. Il va nous faire croire que Ménard, c'est la preuve qu'il est pas raciste. Les belles et les moches, ils sont. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. Je veux dire, le français, il va en Afrique, il se métisse. Les Hollandais, ils vont en Afrique, 2 siècles après, t'as pas un métis. Il est en train de dire que les Français, la preuve qu'ils sont pas racistes, c'est quand ils ont colonisé, bah il y a eu des enfants métis. Mais c'est comme les esclavagistes. Il y a eu des esclavagistes, ils ont couché avec ils ont violé leurs esclaves noirs. Et vous allez les traiter de racistes alors qu'ils ont bandé en voyant une femme noire. Ouais, oh, faut arrêter là un petit peu. Faut arrêter. Non mais là, les gens, c'est grave. Hein. C'est grave. Ils peuvent pas être racistes, ils ont couché avec une femme arabe ou noire. Ou anglaise, etc. Le français, il se métisse parce qu'il aime toutes les femmes. Le français est antiraciste parce qu'il aime Ken. Ce que n'aiment pas d'ailleurs les autres hommes. Genre le hollandais n'aime pas Ken. Pas du tout. L'espagnol un peu plus. Il aime... Bah, ça c'est le sang chaud, c'est les méditerranéens. Après les anglais, je sais pas, faut voir s'il y a des métis. Trop baiseur le français. Il peut pas être raciste, il aime trop baiser. L'amour révolutionnaire, oh putain. Ah bah oui, ils ont raison, hein. Ouria et Soral, c'est pareil en fait. Et t'avais raison, quoi. Je me rappelle qu'à l'époque où j'étais pas mal militant en banlieue, où j'allais quand même, tu sais, à Mantes-la-Jolie, tout seul, face à 400 mecs, tu vois, des barbus, j'y allais tout seul, parce que tu n'as pas d'autre choix que d'y aller tout seul. Parce que si tu vas avec 20 mecs, ils sont 500. Donc tu vas pas la jouer, tu vas tout seul. Avec ta moto, tu laisses ta moto, tu mets même pas l'antivol. Non, mais 1 contre 400. Pas d'antivol parce qu'ils vont te la voler si tu mets l'antivol. Alors que si tu mets pas l'antivol, ils vont se dire oula, lui il est dangereux lui. Le petit gars là, il surveille ta moto, vous touchez pas la moto, c'est la moto de Soral, tu vois. T'arrives à te faire respecter parce qu'il dit bon, il vient quand même, tu vois. Et là genre. Non mais à Mantes-la-Jolie, t'avais 400 barbus qui disaient oula, il y a Alain Soral. Ne touchez pas la moto, c'est la moto d'Alain Soral. Non mais oui, c'est Oussama Hamar, oui. Bah c'était avant Oussama Hamar, quoi. En plus raciste, en beaucoup plus raciste. Non, mais voilà. Ni pute ni soumise, tu sais. Ils essayaient d'opposer les filles et les garçons dans les banlieues, tu sais. Faire une guerre des sexes, tu vois. Et il y a des jeunes garçons qui avaient monté un truc qui s'appelait Ni Proxo ni Macho, tu sais, pour dénoncer ça. Les Ni putes ni soumises, on les a mis en avant énormément. Fadela Amara, tu sais. Qu'est-ce qu'elle est devenue, Fadela Amara? T'en entends parler aujourd'hui? Et c'est là qu'il est dangereux, Alain Soral, parce que nous, on fait des critiques sur Ni pute ni soumise et comment le féminisme a été instrumentalisé. Pas seulement instrumentalisé, j'aime pas ce mot instrumentalisé parfois, parce que ça fait croire que certaines féministes, elles ont fait ça contre leur gré. Tu vois, elles ont été instrumentalisées par l'État et tout. Mais il y a des féministes qui étaient totalement en accord avec cette idée de représenter les gars de banlieue comme profondément sexistes et comme profondément machistes et comme quoi c'était beaucoup plus dangereux pour les femmes dans les quartiers que pour les femmes dans l'ensemble de la société. Alors qu'il y a juste à voir les statistiques pour montrer que le viol se fait d'abord dans la famille, d'abord dans le milieu proche, et les femmes sont violées d'abord par leurs proches plutôt que par des étrangers, tu vois. Mais ça, c'est l'ensemble des familles. Hein, c'est pas spécifique aux familles de quartier. Bref, voilà, il y avait toute une stratégie pour faire croire qu'il y avait un problème de sexisme spécifique au quartier, alors que dans le reste de la société, il n'y avait plus de sexisme. Mais le problème de Soral, c'est déjà de faire croire que c'est toutes les féministes avec cette stratégie-là, alors que nous on n'arrête pas de dire mais non, tu sais, et en fait pour critiquer le féminisme, en mode le féminisme ne peut mener qu'à ça, qu'à ni pute ni soumise, alors que nous on dit bah non, mais ça c'est le féminisme blanc, le féminisme bourgeois, le féminisme institutionnel, mais il y a toujours eu des féministes qui ont condamné cette manière de concevoir le féminisme et notamment cet aspect raciste qu'il y a de la part de certaines féministes, et surtout on n'est pas Alain Soral là il fait croire que la stratégie de ces féministes c'est d'opposer les hommes aux femmes, mais lui-même est dans une même perspective.
En mode, les hommes doivent être des hommes, ils doivent représenter la loi, alors que les femmes doivent être des femmes, et elles doivent représenter l'amour, et faire vraiment cette distinction très très genrée, et c'est comme ça et pas autrement. Il y a les hommes, il y a les femmes, ils sont complètement différents, et voilà, il y a des conflits entre eux, mais lui-même est dans cette perspective de vraiment séparer les deux. Donc il y a nous vraiment ces deux critiques qui sont faites, qui nous distinguent totalement d'Alain Soral, quand bien même Alain Soral et nous critiquons ni pute ni soumise. C'est pas du tout avec les mêmes arguments et les mêmes réflexions. Et puis aujourd'hui, personne ne se pose la question que sont devenus ces collabos, tu sais, du système. Et par contre, ceux qui avaient monté ni Proxo ni Macho, eux, on les a bloqués directement. Ils n'ont jamais eu accès à un plateau télé, tu vois. Le progrès qu'il y a eu depuis, c'est peut-être ce que tu fais toi. C'est-à-dire que les types ont compris qu'il fallait pas essayer d'être invité à la télé ou à Canal+. Il y a Internet. Moi, d'ailleurs, ce qui m'a... Ça a été le premier à se dire « Oh, Internet, pas mal ». Je savais très bien que tant que je critiquais un peu le féminisme, le machin, etc., je parlais de drague, j'étais invité dans toutes les émissions. Et là, il va dire, à partir du moment où j'ai critiqué la communauté organisée, c'est là où toutes les portes se sont fermées. Comme quoi, d'ailleurs, Soral, là, t'es en train de dire que tu peux critiquer le féminisme à la télé. Qu'est-ce qu'on doit en conclure? Puis à un moment donné, on m'a fait comprendre, Alain, tu touches pas à la Palestine. On me l'a fait comprendre, hein. Ça, c'est un dog whistle. Ça, je suis d'accord que oui, tu touches pas à la Palestine, oui. Là, il fait croire que le problème, ça a été qu'il parle de la Palestine, alors qu'on sait tous très bien que le problème, c'est que t'étais antisémite, c'est tout. Arrête. Mais ça, c'est vraiment pour draguer les rebeux, ça. C'est vraiment pour draguer les rebeux, les renois, les musulmans qui vont regarder l'émission en mode « Ah ouais, je le savais. Ouais, il a raison. Soral, c'était un bon. Soral, il pouvait pas parler de la Palestine. C'est ça le problème, c'est qu'on parle de la Palestine. » Aujourd'hui, il y a toute une stratégie pour faire de la critique d'Israël une critique antisémite, fondamentalement antisémite, sauf qu'il faut pas tomber dans le piège inverse et ne pas voir quand il y a des gens qui défendent la Palestine en étant antisémites. C'est pas parce que le gouvernement, c'est pas parce que la sphère médiatico-politique veut le faire de toute critique antisioniste une critique antisémite qu'il n'existe pas des antisémites qui se cachent derrière l'antisionisme. Mais c'est quoi qui plaît chez lui? Alors, peut-être que les jeunes qui viennent se politiser, qui connaissent pas le monde militant, qui connaissent pas toutes les critiques à l'égard de la Palestine, toutes les critiques antiracistes, toutes les critiques décoloniales, qui peuvent avoir une critique sur certaines choses, tu vois, certaines visions de la gauche, sans tomber dans l'anti-gauchisme, sans tomber dans l'antiféminisme, sans tomber dans l'anti-LGBT, ils ne connaissent pas ça et donc ils peuvent être séduits par le discours de Soral parce que Soral, il sait jouer sur certains aspects conservateurs et réactionnaires que peuvent avoir des gens peuvent politiser dans les quartiers et qui ont des facilités, qui ont des incointances avec des idées conservatrices parce qu'ils vivent dans une société conservatrice. Donc il sait les séduire et c'est ça qui marche, quoi. Et que ces gens-là n'ont pas accès à d'autres modes de pensée, à d'autres travails. Et le problème, c'est que avant de tomber, je sais pas, sur Parole d'honneur, mais aussi sur plein d'autres trucs, hein, je dis pas seulement Parole d'honneur, mais plein de travail décoloniaux, plein de travail antiraciste, je sais pas, peut-être Histoire crépue, tout ça, ils tombent sur d'abord Alain Soral qui va parler de la Palestine et qui va aussi les rassurer dans tous leurs angoisses conservateurs et réactionnaires, dans tous leurs angoisses sur la famille, dans tous leurs angoisses sur les LGBT, tu vois. Nous, par exemple, tu vois, un rebeu de dire « Ah, quand même, c'est chaud, à l'école, ils parlent de sexualité, ils veulent que nos enfants deviennent des femmes ou des hommes, la théorie du genre. » Nous, on va leur proposer un autre discours, tu vois. On va dire « Mais là, tu es en train d'abuser. Là, tu es en train d'abuser. Surtout que tu vois pas, on va te faire aussi découvrir l'antiracisme, on va te faire découvrir le décolonial, on va te montrer aussi que dans le passé, c'était un peu plus fluide. Il faut pas que tu restes bloqué là-dedans. Et regarde les LGBT. Alors bien sûr, il existe de l'homonationalisme, il existe une vision raciste de discours autour de la sexualité, mais il n'y a pas que ça. Et tout simple, un exemple tout simple. Voilà, t'aimes bien la Palestine, regarde les LGBT qui sont pour la Palestine, regarde les LGBT qui dénoncent l'islamophobie, bref, etc. Alors que Soral, il va les rassurer là-dedans. Oui, ouais, ils veulent détruire la famille. Oui, ils veulent que votre enfant garçon il devienne une femme. Ouais. Et ça, c'est à cause des juifs, hein. Des juifs, des féministes et des LGBT. Voilà. Et à l'époque, moi, ce qui m'avait séduit, c'est d'abord, c'était l'un des rares à parler de la Palestine sur Internet. Et pareil, hein, je pense que c'est parce que aussi, quand j'avais 18 ans, j'avais pas accès à tout le champ militant, j'avais pas accès à d'autres théoriciens et tout. Et c'est pour ça que moi, l'un de ceux qui m'a sauvé, ça a été Noam Chomsky. Mais moi, je vois l'un des seuls à parler de la Palestine à l'époque sur YouTube, c'était Alain Soral. Et aussi, moi, il y avait tout le discours autour du féminisme. Mais ça, c'est aussi avant que je me mette à lire des féministes, tu vois. Et donc le seul que j'avais qui pouvait me séduire sur ma position d'homme arabe qui était en même temps victime de racisme et qui supportait mal le fait qu'on me présente en même temps comme un homme déjà machiste, profondément anti-féminin et en plus favorisé par rapport aux femmes quand je voyais que dans ma réalité j'étais quand même discriminé et tout, le seul qui arrivait à me parler sur YouTube c'était Alain Soral avant
que je découvre l'antiracisme, les théories féministes et voir des gens sérieux qui parlent de ces problèmes de manière sérieuse. C'est entre 2006 et 2010 que j'écoutais Soral, et encore 2010 j'écoutais plus trop. Mais je pense vraiment en première terminale et après première année à la fac, et après j'ai découvert, j'ai lu des choses, mais c'est cette période-là. Donc vraiment, 2006-2010 quoi à peu près. Comment ça c'est tôt? Je suis vieux, oui, je suis vieux. Oui. Moi, c'était à l'époque, je l'ai découvert, Soral, il était au RN. Il était au RN et il essayait de gauchiser, entre guillemets, le RN et de séduire les rebeux et les renois. Oui, voilà, Soral était au FN à cette époque, oui, voilà. C'est là où je l'ai découvert, les gens. Et il commençait déjà à faire des vidéos et tout. Et moi, c'est aussi parce que j'ai beaucoup suivi la polémique avec Dieudonné. Mais en vrai, parce que les gens, moi, j'ai aussi l'étiquette d'ancien soralien. Mais en vrai, je pense, pendant 1 an, j'ai dû consommer des contenus d'Alain Soral, mais c'est pas aller plus loin. En vrai, j'étais pas le plus gros consommateur de Soral. J'ai dû regarder une vingtaine de vidéos de Soral, sachant que les gens en vingtaine, mais voilà quoi. La chance, c'est qu'il y a Internet, il y a YouTube, etc. Et là-dessus, il faut pas chercher à vous faire inviter chez Pascal Praud, vous n'y arriverez pas. Militer à LFI, c'est pas forcément la bonne idée, parce que vous allez vous retrouver avec des filles à cheveux bleus. Attendez, là, il est dans un discours, n'allez pas à la France insoumise. Oh putain, mais le travail qu'il essaye de faire. Oh là 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 là. En plus, vous avez vu que... Attendez, on va lire le truc parce qu'il les attaque sur le truc le plus précis qui soit. LGBT. Je vous ai dit, le truc de la sexualité des LGBT, ça les trigger plus que tout le truc d'antisémite. Ils s'en foutent de ça, des juifs, ils s'en foutent. Ce qui leur fait peur, c'est les questions LGBT, les questions de sexualité. C'est une dinguerie. Et là, il est en train de dire... Alors oui, et en plus, la dinguerie, c'est que quand même, c'est la France insoumise qui est le plus à fond dans les partis institutionnels, c'est ce qui est le plus à fond sur la lutte pour la Palestine, Alma Dufour, Rima Hassan et tout. Et là, on est en train de lui dire attention, il y a des LGBT à la France insoumise. Vous allez libérer la Palestine, vous allez faire des manifestations sur la Palestine avec des filles à cheveux bleus à côté de vous. Et alors? Je veux dire, si c'était vraiment la vérité, allons-y. Allez, tu fais une manif pour la Palestine, il y a plein de Français qui viennent, notamment des filles à cheveux bleus. Et alors? Je veux dire, c'est quoi le but? C'est quand même de libérer la Palestine, c'est quand même de venir en aide à la Palestine. C'est quoi, on va dire aux filles à cheveux bleus, non, vous venez pas libérer la Palestine, vous venez pas aider à faire en sorte que la France ait une position respectable et digne sur la question palestinienne? C'est ça votre priorité? Plutôt que d'aider les Palestiniens? Vraiment, c'est fascinant comment l'homophobie, ça vous amène à faire n'importe quoi. Et l'autre qui rigole, il est content. Tu vois, il y a un problème, tu vois, c'est pas la même vision du monde. Mais par contre, effectivement... C'est vrai. En fait, je rigole parce que, depuis avant, vous voyez rigoler parce que franchement, vous avez des propos que j'écoute, j'essaie de critiquer dans ma tête. Non, mais attendez, tu vas sucer, c'est ça? J'écoute, j'essaie de critiquer, mais... Tout marche. Attendez, est-ce qu'il va dire ça? Je préchote, j'espère que non. J'espère que tu vas pas pomper à ce point-là, frère. Et d'être contre. Mais finalement, en fait, vous dites des choses qui sont vraies, qui sont vérifiables. On peut regarder. Allez, c'est bon, allez, va te faire foutre. Allez, va te faire foutre, là. Là, le gars, il te dit, n'allez pas à la France insoumise pour soutenir la Palestine parce qu'il y a des meufs à cheveux bleus. Et t'es en mode, c'est vérifiable, c'est vrai. J'essaye d'être opposé à cette idée, mais c'est vrai. Pourquoi on va aider le premier parti en France qui soutient la lutte palestinienne alors qu'il y a des filles à cheveux bleus? Pourquoi on va faire ça? C'est vrai, vous avez raison, Soral. Je peux vous sucer? Alain? Oh là, mais quel abruti tu es, mais quel abruti. Mais j'en peux plus des gens comme vous, j'en peux plus. Il y a un génocide là en cours en Palestine. Il n'y a que la France insoumise en France qui est en train de foutre un petit peu le bordel pour que la France condamne ce génocide et arrête de vendre des armes à Israël et rompe les accords économiques. Et vous êtes là avec vos filles à cheveux bleus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est une dinguerie. Vraiment, vous êtes des teubés. On mérite de perdre. C'est bon, on mérite de perdre. Les homophobes type Bassem, quand il s'agit d'être homophobe, ils sont totalement islamiques. Dans leur tête, non, je respecte l'islam. Par contre, pour aller coucher hors mariage, faire des insultes, raconter n'importe quoi sur les gens, là, ils sont très fluides sur l'islam. Ouais, j'ai baisé 150 meufs et tout. Là, bizarrement, l'islam, on s'en fout un petit peu. Par contre, l'homophobie, c'est l'islam. C'est l'islam, frère, c'est l'islam. C'est bon. J'ai une anecdote, je suis allé dans une librairie pour, avant cette interview justement, essayer de choper le livre qui est là. Tu l'as pas dans la librairie, tu peux le trouver sur... Ouais, mais c'est la réaction qui m'a un peu étonné. C'était une librairie d'occasion, je me suis dit, je vais lui donner un peu de mon argent parce que le gars, il y a la Fnac à côté, il doit se faire défoncer de toute façon sur les livres. Je vais aller lui donner un petit billet et récupérer le livre de... Oh là là, le libraire, il a pas d'argent et il refuse de vendre un livre d'un fasciste. Démarre-toi en fait. Et en plus, je pense bien qu'il va perdre de l'argent avec quelqu'un qui vient acheter pour une première fois un livre pour acheter un livre et en plus acheter Soral. Oui, j'imagine qu'il a fait une mauvaise affaire, le gars. Ça, il a perdu un client.
Et il me dit non, jamais de la vie, je vais acheter son livre. Basé, le gars, basé. Et d'ailleurs, tu lui dis, est-ce que vous avez déjà lu un livre de Soral? Il n'est pas question que je lise les livres de cette ordure, je sais pas quoi. Après, moi, j'en ai lu 2 de Soral, donc voilà, on peut pas me faire cette critique. Hein. Après, Wissam, ce type a l'air de découvrir Soral à 22 ans en 2025, comme certains en 2010 à 20 ans, mais ils ont évolué ensuite un peu avec l'expérience. Ouais, justement, moi, je suis là pour faire une critique en tant qu'ancien, apparemment ancien Soralien. En fait, moi, je trouve que c'est moins pardonnable. Et après, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que c'est moi, j'essaie d'être délu sur ce que j'étais dans les années 2000 et tout, mais je trouve que c'est moins pardonnable d'être séduit par Soral en 2025 quand tu as un contenu de ouf au niveau de l'antiracisme politique, au niveau du décolonial, au niveau de la Palestine, au niveau de la gauche, qu'en 2005-2010 où tu avais quasiment rien, même rien de l'antiracisme politique sur Internet. Peut-être que je suis délu, mais je trouve que maintenant tu as quand même des contre-propositions sur Internet. Tu peux faire tes recherches, quoi. En réalité, par exemple, je n'ai jamais eu aucun procès pour mes livres, jamais aucun, tu vois, parce que c'est inattaquable d'une certaine manière, tu vois. Après, c'est extrêmement dur de faire condamner des gens pour des livres, hein. C'est très 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 compliqué. Moi, j'ai l'impression que l'un des seuls qui a été condamné, c'est peut-être Vincent Renoir, non? Alors Vincent Renoir, pour ceux qui connaissent pas, ou peut-être Forisson, tu vois. Mais sinon, c'est très 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 compliqué de faire condamner quelqu'un pour ce qu'il y a dans le livre. Hein. Vincent Renoir, pour ceux qui connaissent pas, c'est un négationniste assumé. Vraiment, genre il y a pas de détails, quoi. Vincent Renoir, c'est négationniste. J'avais oublié Hervé Rissen. Ouais. Bref, des nazis, quoi. Tu vois, les gens disent Soral, en fait, il dit ça parce qu'il veut dire ça. Soral, il est pro-musulman parce que les musulmans achètent ses livres. Tu es bien placé pour savoir que c'est pas une grosse clientèle de lecteurs. Hein. Il veut dire que les musulmans, ils lisent pas. Il nous taille tranquille et l'autre dit rien, quoi. Oui, bah oui, mais en même temps, le gars en face de toi, il lit pas, quoi. Les jeunes, ils sont sur TikTok et Instagram. Mais réagis, frère, il nous prend pour des demeurés, frère. Ouais, c'est vrai, on lit pas, c'est vrai, on est sur TikTok, c'est vrai. Frère, tes livres, ils sont pas ouf, sincèrement, ils sont pas ouf. Comprendre l'Empire, les gens, je suis... Même à l'époque où j'étais pas aussi formé politiquement, j'étais la destruction de la culture du livre, de ce qu'on appelle la civilisation Gutenberg, tu vois, de l'invention de l'écrit par TikTok. Et en plus, ça, il faudrait vérifier. Moi, je trouve que les gens, il y a quand même une démocratisation des livres. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'on lit moins aujourd'hui qu'avant? Je sais pas, est-ce que dans les années 60, les prolos, ils lisaient beaucoup? Pas sûr, tu vois. Ça, c'est un truc à vérifier. Et alors, avant les années 60, c'était là, on n'en parle même pas, tu vois. Dans les siècles précédents, c'était vraiment un truc réservé à l'élite. Moi, j'ai plutôt l'impression que plus on avance, plus le livre s'est démocratisé, tu vois. Après, il faut voir quel livre on lit. Est-ce que c'est plus des romans? Mais à la rigueur, tu vois, tu t'en fous. Lire des trucs politiques. Toi, ça, moi, je suis pas sûr. Par contre, lire des romans, peut-être, parce que tu avais moins de loisirs, tu vois. Ouais, des journaux et tout. Quoique, regarde aussi sur Internet, tu peux facilement accéder, tu vois, lire les journaux, des gens qui vont sur Le Monde ou qui vont sur Libération, lire des trucs très rapidement, ça existe beaucoup. Ou lire Wikipédia, tu vois, je me moque souvent de Wikipédia, mais le nombre de personnes pour avoir un truc très rapidement vont aller lire sur Wikipédia, tu vois. Donc moi, je trouve que c'est ça à débattre. J'ai pas l'impression qu'on lise moins, en tout cas moins de trucs intellectuels que les jeunes des années 60. Et par exemple, plutôt que lire Guillaume Musso, quelqu'un regarde des vidéos de YouTube sur l'histoire ou sur la culture, des trucs de vulgarisation sur les sciences. Voilà, qu'est-ce qui est de mieux si tu es un bandeur du savoir? Qu'est-ce que tu préfères entre un jeune qui va passer une après-midi à regarder des vidéos YouTube, je sais pas, sur le marxisme, plutôt que d'aller lire un livre de Musso? Qu'est-ce que c'est le mieux, tu vois? Moi, je suis pas pour la fétichisation du livre. Je ne vais pas penser que quelqu'un est plus intelligent parce qu'il a lu un livre plutôt que regarder une vidéo sur un sujet précis, tu vois. Et j'ai quand même l'impression que là, il y a un retour de culture politique, de culture philosophique, de culture théorique, notamment chez les jeunes. On passe à la dernière partie qui m'intéressait, les gens, pour terminer, on passe à l'islam et la République. Est-ce que tu as envie que la France devienne Israël, c'est-à-dire un pays en guerre permanente, qui est minoritaire au milieu d'un monde arabo-musulman, et qui effectivement s'est fait détester par tous les pays autour et qu'il a essayé de détruire ou qu'il a détruit, et le Liban encore il n'y a pas longtemps, et que tous les gens rêvent de chasser. Je veux dire, quand tu as créé cette situation-là, et quand tu es un juif en France, on dit heureux comme Dieu en France, qui est parfaitement intégré, qui a intégré ce qu'on appelle toute la superstructure, hein, les juifs. Attendez, putain, mais tu peux aller n'importe où dans la vidéo, au bout de 2 minutes, il y a un truc antisémite. Allons-y, parce que là... Ils ne travaillent pas dans l'agriculture et dans le bâtiment, hein, ils sont très très bien en place. Oh là là, c'est bon, passe à autre chose s'il te plaît, Soral. Et vous défendez une alliance avec les chrétiens contre le mondialisme. En fait, pourquoi il lui pose pas la question là? Vous proposez une alliance des musulmans avec les chrétiens contre le mondialisme et les juifs là-dedans. Pourquoi pas une alliance aussi avec les juifs? Tu vois, c'est quand même red flag qu'ils te disent ah non, on fait une alliance avec les chrétiens. Il oublie les juifs, tu vois, contre le mondialisme. Un truc où tu dis
Oula, est-ce que tu peux m'en dire plus parce que là j'ai un peu peur quoi. En fait, aujourd'hui, le slogan qu'on nous vend tous, c'est l'islam n'est pas compatible avec la République. Exactement. C'est relativement vrai, puisque la République, c'est un régime laïque, profondément anti-religieux, qui a été créé pour détruire le pouvoir catholique en France, qui était la réalité de la France. La France, c'est la fille aînée de l'Église. La France, elle est catholique, historiquement. Voilà. Oui. Donc, à un moment donné, la laïcité, qui s'appelle la République, n'est pas l'athéisme. En réalité, c'est un anti-catholicisme de combat. Comme le dit très bien M. Payon, intéresse-toi aux œuvres de M. Payon, qui a été ministre et qui est ce qu'on appelle un juif alsacien. Incapable de pas préciser si quelqu'un est juif, il est incapable de pas préciser qu'il est juif. C'est une dinguerie. En réalité, si on veut prendre une phrase un peu provocante, comme j'ai le don d'en produire. Là, vous comprenez que quand il dit une phrase provocante, comme j'ai le don d'en produire, pardon, ça veut dire une phrase antisémite, sexiste, homophobe, voilà. Ça, c'est vrai qu'il a un talent assez particulier pour produire des phrases dans ce lore-là. La République, c'est la loge, et la loge, c'est la synagogue. Est-ce qu'on fait plus antisémite que ça? Est-ce que le gars peut réagir? Est-ce que le gars, au lieu de rigoler, peut se dire, mais en fait, vous êtes en train de dire que la République, c'est les Juifs? Parce que c'est ça, en fait. La République, c'est les Juifs. Est-ce que tu peux réagir, s'il te plaît? Qu'on te prenne pas pour un antisémite. Ou alors tu es simplement antisémite, tu es d'accord avec lui. Quand on te dit l'islam n'est pas Oui, ça le fait marrer. Ça le fait marrer, donc je pense qu'il est antisémite, quoi. compatible avec la République, la réponse est oui. Mais le judaïsme non plus. Tu vois? Et le catholicisme non plus. Rien n'est compatible avec la République autre que la République. C'est-à-dire ce qu'on appelle le mensonge de la laïcité, qui n'est pas l'athéisme. Mais donc, attendez, là tu dis que la République, c'est la loge, c'est la synagogue. Mais la République n'est pas adaptée au judaïsme. Donc c'est quoi la logique? Si la République, c'est la loge et c'est la synagogue, donc c'est la synagogue, donc in fine, République égale synagogue, mais ce n'est pas adaptable au judaïsme. Donc qu'est-ce qu'on doit en conclure en fait? Je comprends pas. Qui est en fait une espèce de religion sans Dieu, tu vois? Une religion sans... C'est-à-dire que c'est des juifs sans Dieu, mais pourquoi la synagogue? Alors c'est juste pour faire référence aux juifs, mais donc c'est les juifs qui ont imposé cette république avec comme religion la laïcité, la république? Quand toi tu dis, moi je suis musulman, ça veut dire en fait que tu mets ton Dieu et son prophète et le livre au-dessus de la République. C'est évident, tu peux pas me dire le contraire si tu es honnête. Les juifs, eux, sont capables de mentir. Ils te disent, oui, Après, je connais très peu de juifs religieux qui vont dire que ils mettent la République avant leur religion. C'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? Je pense pas que la majorité des juifs religieux, je parle bien des juifs religieux, vont dire qu'ils mettent comment dire, la Torah ou leur livre saint avant la République. Ça aurait pas de sens. En fait, le problème de ça, c'est pas que les juifs diraient ça. Le problème, c'est de faire croire aux gens que des religieux peuvent mettre la République avant la religion. Ça n'a pas de sens. Après, il faut voir si c'est forcément incompatible. Moi, je pense pas que ce soit incompatible. Et la preuve qu'il n'y a pas d'incompatibilité, c'est que l'immense majorité des musulmans vivent en France sans commettre de délit. Ah, ils vivent avec les lois de la République. Mais le vrai problème, c'est de faire croire que quelqu'un peut mettre la République avant Dieu. Ça n'a pas de sens. Juifs, chrétiens, ce que vous voulez, quoi. Mais parce que ce sont des menteurs. En réalité, non. Là, il est en train de dire les juifs sont des menteurs. Comme ça. Allons-y. Ils peuvent être républicains parce que la République est totalement soumise à la synagogue. Ça s'appelle le CRIF. C'est-à-dire que on a pu... Mais t'es vraiment mais t'es antisémite, quoi, toi aussi, frère. Assil, à quoi tu joues? Là, moi, je voulais t'excuser derrière la bêtise au début de la vidéo, en mode t'es pas formé politiquement, mais là, en fait, vu que tu ne réagis pas devant des propos antisémites, même s'ils te font rire les propos antisémites, t'es profondément antisémite toi aussi. Que l'islam n'est pas compatible avec la République. Par contre, on sait que la République est totalement compatible avec le judaïsme. Ça fait 200 ans qu'on le vérifie chaque jour un peu plus. Attends, mais on est d'accord qu'il a dit exactement le contraire il y a 2 minutes. Attendez, parce que là, il est en train de dire tout est son contraire. Attendez, on revient juste, parce que là... La République, c'est la loge, et la loge, c'est la synagogue. En réalité, okay. Quand on te dit... Donc d'accord, République, loge, synagogue. Si l'islam n'est pas compatible avec la République, la réponse c'est oui. Mais le judaïsme non plus, tu vois? Donc là, il est en train de dire que le judaïsme n'est pas compatible avec la République, alors qu'il vient de dire que la République, c'est la loge et la synagogue, ok. Et on avance. On est certain que l'islam n'est pas compatible avec la République. Par contre, on sait que la République est totalement compatible avec le judaïsme. Ça fait 200 ans qu'on le vérifie chaque jour. Mais à un moment donné, il dit tout et son contraire. Thèse, les Juifs ont fondé la République. Antithèse, le judaïsme incompatible avec la République. Synthèse, la République est compatible avec le judaïsme. Logique. Non, mais c'est logique, c'est logique. Donc, en réalité, rien n'est compatible avec la République, autre que la République. Mais, c'est bon, j'arrête.
On refait. Attends, je vais juste revenir. C'est-à-dire que la République, c'est le pouvoir juif sur la France. Waouh. Oh putain, j'avais manqué ça. Waouh. J'avais manqué ça. Mais il y a tellement de dingueries que j'en manque des dingueries. Mais il y a des gens qui vont dire qu'il n'est pas antisémite. Lui-même ne va pas se déclarer antisémite. Mais c'est une dinguerie. En réalité, rien n'est compatible avec la République, autre que la République. Et théologiquement, ça veut dire l'islam non plus. Donc c'est un arrangement. Il faut à un moment donné que le musulman arrive à être français dans une terre qui historiquement n'est pas musulmane, qui était catholique et qui ne l'est plus. Donc c'est compliqué. Et là, on a ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité, c'est la neutralité religieuse dans un pays. C'est-à-dire qu'on ne se mêle pas de religion. Moi, j'ai été un peu perdu là. Après, il a fini avec la République est compatible qu'avec la République. Mais est-ce que ça veut sous-entendre... Peut-être qu'il sous-entend que la République, pour lui, c'est les Juifs. Donc, la République n'est compatible qu'avec les Juifs, c'est ça? Oui, allons-y. Allez. Essayons de suivre le raisonnement antisémite. Allons-y. Ce qu'on peut te reprocher, c'est ce qu'on reproche soi-disant à la stratégie des Frères musulmans, c'est une stratégie de conquête pour imposer à la République les valeurs de l'islam ou la religion musulmane. Il dit n'importe quoi sur la laïcité, les gens, je ne veux pas revenir, là, parce qu'on arrive à la fin de la vidéo, je ne veux pas revenir sur le concept de laïcité, le truc de la vie privée, la religion c'est dans le privé, c'est pas ça la laïcité, mais bref, les gens, je veux... là, j'en peux plus. Là, je vous avoue que j'arrive au bout de Soral. Là, je veux qu'on termine. Là, il reste 2 minutes, on termine. Allez. On est par Éric Zemmour, par exemple. Oui, mais Éric Zemmour, c'est un menteur professionnel. Il s'est présenté comme le descendant de Vercingétorix à un moment donné. Il voulait sauver la France de souche. C'est un berbère maghrébin converti. Il arrive à présenter... Le seul problème de Zemmour, ce serait qu'il est juif, berbère. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Il arrive à être raciste envers quelqu'un, envers Zemmour en mode... Non. Il a fait de l'out. Vous savez, nous, on a de l'out-wokisme. Lui, il a fait de l'out-racisme. C'est ce qu'a subi aussi Jean Messia. C'est-à-dire que les deux sont racistes. Et il y a des gens encore plus racistes qu'eux qui se disent « Ah non, mais vous n'êtes pas des blancs. » C'est vraiment de l'out-racisme. Vous n'êtes pas des vrais racistes. Hein. Nous, on est des vrais racistes. Tu te prends pour un Français, mais en fait, t'es un rebeu juif. Hein, donc, tu te calmes. Genre, la critique à faire à Zemmour, c'est ça. T'es un rebeu et t'es un juif. C'est pas un Français de souche. Il est anti-catholique, il est anti-chrétien, etc., etc. Donc... En plus, je le trouve pas profondément anti-catholique ou anti-chrétien, Zemmour. Il est pro-catho tradi. Ben oui, j'ai jamais vu Zemmour avoir un discours anti-catho, anti-chrétien. Et même au contraire, il me semble aller dans le sens où la France, l'Église, la France, terre de christianisme. Ouais. C'est que le musulman n'est pas très menteur, tu sais. Non. Il dissimule pas beaucoup. Après, là, t'as toute l'extrême droite qui va dire non, c'est faux, la taquilla, quoi. Il y a tout le cliché raciste sur les musulmans en mode taquilla. Donc là, t'as tous les fachos qui vont dire n'importe quoi, là, Soral. Alors, je te suis sur tous les trucs des juifs, mais alors, je te signale que le musulman, il est tout aussi menteur. Hein. Taquilla. Hein. Sous-entendu, le juif est menteur. Oui, c'est ça qu'il veut sous-entendre, bien sûr. Comment il suce les musulmans, c'est ouf, mais c'est tout Alain Soral. C'est tout Alain Soral, tout en étant profondément raciste envers les rebeux. Hein. C'est-à-dire que lui, le musulman qu'il veut défendre, c'est vraiment le musulman pas très musulman, qui travaille, qui est intégré dans la société, tu vois, vraiment le cliché du bon père de famille, conservateur, un papa, une maman, mais tout ce qui sort de ce cadre-là, c'est de la racaille pour lui. Alors que, tu vois, par exemple, c'est une phrase qui est très bonne de Youssef Indy, un juif assimilé, c'est un juif dissimulé, tu sais. Waouh. Antisémite, islamophobie, c'est le même truc. C'est pareil, un musulman assimilé, c'est un musulman dissimulé. C'est exactement tout le truc là sur les frères musulmans, sur le frérisme, sur le grand emplacement, c'est exactement ça. Hein. N'oublie pas qu'Éric Zemmour te dit, moi, dans le monde public, je m'appelle Éric, et puis à la maison, je m'appelle, il a un prénom juif, tu sais. Et alors, même dans un truc, elle est antisémite en mode, les juifs, faut rester juifs à la maison. C'est-à-dire que les juifs n'ont même pas le droit d'être juifs, même chez eux. Même en privé. Et puis il a 2 frigos, 2 fours, tu sais, il pratique. Et alors, il fait ce qu'il veut chez lui. Le gars, il est patriote de ouf, en mode totalement raciste, totalement chauvin, rendre la grandeur de la France. Il suce Napoléon, il suce Dreyfus, il suce tous les racelards de France, tous les racelards qui ont fait l'histoire de la France. Et chez lui, bah, il est juif, il est en mode Soral, ça c'est un problème. Ok, non, ça c'est un problème. T'es juif chez toi, non? Ah putain, je dis Dreyfus, pardon, Pétain, Maréchal Pétain, pardon. Dreyfus, mais non, au contraire. Je me demande s'il est anti-Dreyfusard d'ailleurs. Ouais, le lapsus de ouf que j'ai fait, toutes mes excuses. Oui, anti-Dreyfusard. Moi, j'aime pas Zemmour parce qu'il suce trop Dreyfus en fait. Et t'as les fachos qui doivent être en mode. Attends, on se place où là? Wissam qui aime pas Zemmour parce que Zemmour suce Dreyfus. Oula, attendez, quoi? Le musulman, quelque part, c'est son côté un peu bourrin que je respecte, il n'est pas capable de cette duplicité, tu sais, parce que... Oh, l'enculé. Il a dit on n'est pas capable d'être fourbe. Et on est trop bête. On est trop bête pour être malin. On est trop bête pour... on est comme ça, c'est dans nos gènes, c'est dans notre sang, on est des aides. Mais il dit rien le bouffon, et parce que le bouffon, il est totalement séduit par le discours qui essaye d'opposer les musulmans aux juifs. C'est juste ça. De jouer sur le 2 poids 2 mesures et en mode, vous avez vu les juifs, ils sont bien défendus, hein.
Et vous avez rien. Hein. Et alors que les chrétiens, on est un peu comme vous. Hein. On est désemparés. Hein. Donc moi, ce que je te propose, c'est de s'unir, nous, les chrétiens, et avec vous, les musulmans, contre les... non, je peux pas dire ça. Contre le mondialisme. Voilà. Tu sais, la France, aujourd'hui, on te fait peur avec l'Iran en disant la France pourrait être l'Iran demain, c'est-à-dire une république islamique. On sait très bien que c'est à peu près n'importe quoi, que c'est faux, mais bon, bah, ça fait un peu peur, tu sais, à qui il faut faire peur. Et puis les gens qui sont au pouvoir, qui sont très très sionistes, pour pas dire autre chose. Mais là, c'est même plus des dog whistle, là, c'est assez clair, quoi. Sauf si on est des teubés, on comprend pas. Mais il voulait dire quoi quand il dit des sionistes pour pas dire autre chose, qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que tu peux être plus clair? C'est assez clair, en fait. C'est assez clair de ce qu'il voulait dire, en fait. Réagis, frère, réagis, c'est grave là ce qui se passe dans ton émission, c'est grave. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu un discours aussi antisémite dans une émission. T'as une responsabilité là. C'est toi tu l'as invité, c'est toi tu l'as interviewé et tu n'as jamais opposé aucun discours contre lui. Tu l'as jamais stoppé, tu l'as jamais dit ça c'est grave. Non, tu le laisses dérouler. Même tu le suces en mode ah ouais j'aimerais être pas d'accord avec vous mais vous êtes trop fort. Hein. C'est une dinguerie. Fais quelque chose, réagis. Ont intérêt. Là, tu collabores avec un discours antisémite. Donc à un moment donné, oui, c'est toute la journée le voile de la femme musulmane. Alors évidemment, moi je serais stratège, je serais un peu stratège. Je dirais aux musulmans, soyez un peu stratège, raccourcissez votre barbe, ayez des foulards un peu plus symboliques, tu sais, pour effectivement ne pas faire peur aux Français, parce que en ce moment. Et là, s'il te plaît, tu vas réagir, s'il te plaît. Dis-moi, parce que là, Sorel, il est en train de dire aux musulmans, soyez stratèges, soyez un peu moins musulmans. Il a fait tout un discours en mode, ouais, les musulmans, au moins, ils cachent pas leur religion, vraiment, ils sont francs avec ça, ils craignent Dieu et tout. Et juste après, il dit, non, mais franchement, les musulmans, essayez d'être un peu moins musulmans. Tu vas quand même dire quelque chose. Soyez discrets, les musulmans, soyez un peu plus discrets. Ouais, tu vas au moins réagir. Là, que les juifs, tu t'en foutes, ok. Que les LGBT, tu t'en foutes, ok. Mais là, on parle de nous, là. Mais bon, c'est un conseil que je donne. Tu vois, Tariq Ramadan, t'as vu qu'il a une très petite barbe. Tu vois, hein, la grande beba, là, ça fait peur, tu vois. C'est vrai. Je vais rien dire, vous êtes trop fort. Franchement, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à Alain Soral quand il nous dit on devrait être plus discret en tant que musulman. J'adore ce discours. Qui nous dit que on devrait raser les murs et pas trop afficher son islamité. J'aime ça. En plus, je suis d'accord avec lui, je vais quand même pas militer avec une fille aux cheveux bleus. Hein. Faut pas abuser, quoi. Islam et cause palestinienne, c'est l'association qui est faite systématiquement par le pouvoir aujourd'hui. Un peu d'immigration aussi. S'il y a tellement de Français d'origine immigrée du Sud musulmans, c'est parce que le pouvoir politique français de gauche et de droite a tout fait pour que ça arrive. C'est ça l'idée. Alors que Le Pen disait attention, il y a un risque. Non mais et là aussi, s'il te plaît, réagis. Parce que là, il est en train de dire Le Pen avait raison, on aurait dû empêcher l'immigration de venir. Là, il a quand même dit... en fait, le discours de Soral, c'est de dire bon moi j'étais pas pour que vous veniez hein. Je suis dégoûté que vous soyez là. Bon bah non, vous êtes là, on va faire avec vous, mais soyez discrets hein, s'il vous plaît hein. Faites pas trop de bruit et si vous êtes gentil, vous pourrez intégrer mon projet de réconciliation nationale contre les juifs, contre le mondialisme. Voilà. Mais bon, vous êtes là. Oui, il a dit je voulais pas de tes parents, exactement. Le Pen avait raison. Quand tu prends par exemple les gens qui étaient derrière Ouria Boutelja, tu sais, qu'on appelait les indigènes de la République, déjà tu avais Bouamama et Boussouma, des types qui sont payés par le CNRS français pour créer de la haine anti-française en France. Mais... Alors, Bouamama, je connais pas, je sais pas s'il est dans le CNRS. Merci Kegon, merci beaucoup Kegon. Donc Saïd Bouamama, un chercheur, un universitaire qui est aussi un militant politique, c'est celui qui a fondé le FUIQP. Et d'ailleurs, on peut pas lui reprocher d'être un universitaire, tu vois, comme s'il serait que ça, parce que c'est aussi un militant de terrain. Il a vraiment fait des formations de ouf. Si vraiment il y a un respect à donner à Saïd Bouamama, c'est qu'il a toujours été droit avec ses idées et qu'il a toujours mélangé la théorie et la pratique. Il a fait, les gens, moi je l'ai vu faire des formations, genre juste pour 5 personnes et tout, faire plein de formations autour de l'antiracisme, faire découvrir des figures panafricaines, des figures décoloniales, figures antiracistes. Il a écrit un livre sur Georges Ibrahim Abdallah aux éditions Premier Matin de Novembre. Il a écrit plein de livres. Bref, très bien Saïd Bouamama. Je sais pas s'il est au CNRS, je suis pas sûr, mais je sais pas s'il est au CNRS. Par contre, Youssef Boussouma n'est pas au CNRS. C'est faux. Tu mens. Tu es un menteur. Alors prouve-moi que Youssef Boussouma est financé par le CNRS. Mais il est pas universitaire, Youssef. Youssef à la CIA, oui. Oui, bah Saïd Bouamama n'est pas au CNRS. Je savais. Il doit être chercheur dans un petit labo quelque part. Mais entrer au CNRS, c'est très compliqué, les gens. Ça demande beaucoup de travail, il faut savoir avoir des réseaux et tout. C'est très compliqué, quoi. Mais voilà, il ment. Et en plus, tu peux être au CNRS, c'est être utile, quoi. C'est pas parce que tu es au CNRS que ton travail ne sert plus à rien. Je crois que Gianfranco Rebuccini a réussi à rentrer au CNRS l'année dernière. Ouais, et pourtant, les travaux de Gianfranco Repuccini sont très bien. On paye des chercheurs qui ne sont pas français
On peut avoir des chercheurs français en fait. On peut avoir des chercheurs français. Le problème, c'est pas que c'est pas leur travail, c'est qu'ils sont pas chercheurs. Et Boussouma n'est pas chercheur au CNRS. Foutent la merde en France en disant nous sommes là pour nous venger, tu sais. Et eux, à un moment donné, alors qu'ils en ont pas les moyens, on leur a dit vous êtes dans un processus de colonisation à l'envers. C'est une dinguerie, hein. C'est une dingue. Le niveau de mensonge de Alain Soral, c'est une folie. Et après, il dit les gens mentent sur moi. Bah, arrête de mentir, toi. Les indigènes de la République, c'est moi. Indigène, ça veut dire le natif. Oh là là. Alain Soral qui va nous faire le truc indigène, c'est moi, parce que je suis blanc. Alors, indigène, déjà, c'est quelqu'un qui est né dans le pays où il vit. Donc moi-même, je suis indigène, tu vois. Si on prend simplement le terme indigène, les Arabes, les Noirs qui sont nés en France et qui vivent en France sont des indigènes. Mais allons dans le sens où, toi, c'est un aspect racial et les vrais indigènes de France, c'est les Blancs. Mais est-ce que, par exemple, les Blancs espagnols ou les Blancs, portugais, de Pologne, est-ce que c'est des indigènes en France? Voilà, c'est une question que je te pose, vu qu'ils sont blancs, mais qui sont pas français. Première question. La deuxième remarque, c'est que on s'appelle pas simplement les indigènes, tu vois. On dit les indigènes de la République. Et je rappelle pour les gens qui sont en mode, ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire indigène de la République? Vous n'êtes pas né en France, nanana. Déjà, vous savez pas où on est né, mais indigène de la République, c'est pas pour dire qu'on est né en France, c'est pour faire référence au code de l'indigénat. Et le code de l'indigénat, c'était des lois d'exception qui étaient appliquées aux colonisés dans les territoires français. On parle bien des territoires français, parce que l'Algérie était un territoire français, ou dans les territoires colonisés par la France, c'était toutes les lois d'exception appliquées à cette population-là. Et ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il y a un continuum. Bien sûr, ce n'est pas exactement pareil, mais il y a une manière de traiter les non-blancs en France, notamment de les traiter comme des sous-citoyens. Mais on s'en fout de savoir où tu es né, voilà. Mais lui, oh, c'est moi le vrai indigène, hein. L'indigène, c'est moi. Hein. Eux, c'est des halogènes, tu vois. Tellement raciste. Vous êtes des Noirs et des Arabes, vous n'êtes pas chez vous ici, hein. Voilà. Vous n'êtes pas chez vous. Mais ça veut dire que lui aussi en face de toi, c'est un halogène, Alain Soral. Dis-lui. Dis au mec en face de toi qui est en train de t'interviewer que fais gaffe petit, hein, je t'attaque dans la société, mais t'es un halogène. Hein. Te prends pas pour un indigène. Hein. Toi, t'es un étranger. Hein. Donc t'es toléré dans mon projet, mais te crois pas plus français que moi. Hein. Toi, t'es rien. Toi, t'es français sous condition. Voilà, si tu peux lui dire au gars en face de toi. Résultat des courses, une fois qu'ils ont bien foutu la merde, Elisabeth Badinter a décidé de retourner les alliances et on les appelait les islamo-gauchistes. C'est quoi l'alliance entre Youssef Boussouma et Badinter? Non mais... ok, allons-y. Il a vu que Ouria Boutelja n'est plus nulle part maintenant. Hein. Il dit ça alors que c'est sûrement là où on entend le plus Ouria, où elle a le plus de succès, où on le voit le plus dans les émissions YouTube et tout, voilà quoi. Et en plus, Ouria, on la voyait pas à la télé, on la voyait que avec comment il s'appelle, Tadei. Voilà, comme toi, Soral. On te voyait parce qu'il y avait Tadei qui invitait tout le monde. Mais sinon, oui, on la voit plus, mais comme il y a plein de gens qu'on voit plus à la télé, quoi. Je comprends pas le truc. Donc là, on la voit plus à la télé. Donc c'est la preuve que Ouria Boutelja, c'est de la merde parce qu'on la voit plus à la télé. Mais si Ouria Boutelja était à la télé, c'était en mode c'est de la preuve que c'est de la merde, on la voit à la télé. Dans tous les cas, elle avait perdu, Ouria Boutelja. Elle parlait qu'il fallait rééduquer les sous-chiens. Les sous-chiens, c'était les Français de souche et tout. Ça veut dire qu'on est des sous-chiens. Frère, c'est toi qui as fait le truc, c'est nous les vrais indigènes en France. C'est toi-même qui fais de trucs de sous-chiens, genre t'es le vrai Français de souche par rapport à Youssef Boussouma et Bouamama. Comment tu peux être énervé en mode c'est nous les sous-chiens alors que tu viens de dire la chose il y a 20 secondes avant en disant c'est nous les indigènes. Et sous-chien en un mot, hein, pas chien, pas canidé. On parle de Français de souche. Vous arrêtez pas de parler de Français de souche. Oui, là, il fait croire qu'on veut dire sous-chien en mode les chiens, quoi. Ouais, non, bah non. Sous-chien, Français de souche. Hein. Tu regardes qui était derrière Ouria Boutelja, Curiel, etc. J'ai tous les dossiers, j'ai tout, tu vois. Mais vas-y, mais balance tes dossiers, allez, vas-y, balance tes dossiers, là, waouh. Ouais. Tu vois ce que il a les dossiers sur tout le monde, mais il les sort jamais. Ils vous ont bien mis à je te dis toi, hein, général, insultez bien les Français, méprisez-les, traitez-les de racistes, de collabos, de machin, vous avez carte blanche, hein. Donc maintenant, ils ont créé une situation triangulaire. Les Français vous détestent. Les Français détestent les musulmans à cause de la Boutelja, il faut le savoir. Hein. C'est à cause de l'antiracisme que les Français détestent les musulmans. Alors bizarrement, l'antiracisme est né parce qu'il y avait déjà une détestation des Arabes, des Noirs et des musulmans. Mais c'est quand même à cause des antiracistes que les Français détestent les Noirs, les Arabes et les musulmans. Avant, les Français ne détestaient pas les Noirs, les Arabes et les musulmans. J'ai expliqué exactement ce qu'il allait se passer, c'est dans mes livres. Il y a des vidéos de vous qui sortent, effectivement, vous avez raison. Ah bah je l'ai écrit même. Hein. C'est vraiment le pire intervieweur pour avoir Soral en face de lui, quoi. C'est vraiment le tapis rouge pour Soral. Hein. Voilà, t'as bien stické Alain. C'est bien, bravo Assil, tu peux être fier de toi. Hein. Ça aime pas les LGBT, mais ça suce goulûment. Assez respecté par les gens honnêtes et les gens cultivés, et en même temps assez incompris par les gens qui n'ont pas tout le logiciel, tu vois, qui se disent ouais, Soral, il essaie de nous manipuler pour le RN ou le FN, ce que j'ai jamais fait parce que de toute façon, moi je me suis fâché avec Marine très vite. Donc tu l'as fait. Je veux dire, tu peux pas dire que tu l'as jamais fait. T'as effectivement essayé d'attirer les Arabes et les Noirs
au Front National. Comment tu peux dire que tu l'as jamais fait? Tu peux dire, ah, c'était une erreur, je l'ai pas fait longtemps et tout, mais ne dis pas que tu l'as jamais fait. Je comprends pas ta take là. Parce que j'ai dit, je vais pas faire des Français de banlieue patriotes des harkis. Tu vois, c'était ça ma logique. Parce que je savais que ça allait finir comme ça dès lors qu'elle n'était pas d'accord. Le Pen père était d'accord pour le deal, tu vois. Ah non, moi je voulais pas qu'ils se rassemblent derrière Marine Le Pen. Hein. Je voulais qu'ils se rassemblent derrière Jean-Marie Le Pen. C'est encore pire, derrière quelqu'un qui, je le rappelle, a torturé les Algériens. Je rappelle, Jean-Marie Le Pen a torturé les Algériens et Jean-Marie Le Pen a été volontaire. Il s'est lancé tout seul, c'est lui-même, de lui-même. Il était député à l'époque et lui-même a décidé d'aller faire la guerre en Algérie pour torturer des Algériens. Il faut rappeler qui était Jean-Marie Le Pen et il voulait rassembler les Noirs et les Arabes derrière Jean-Marie Le Pen. Voilà, on va arrêter là. 2 heures, même plus 2 heures de Soral. Faut bien comprendre que les gens qui prétendent que Ouria Boutedja, c'est comme Alain Soral, sous prétexte que Ouria Boutedja veut unir les beaufs et les barbares et que Soral voulait unir les musulmans patriotes, hein, il parle bien de musulmans patriotes, avec les blancs, avec les patriotes identitaires, les racistes, bref, son camp, de faire croire que c'est pareil. C'est la plus profonde mauvaise foi. Leurs projets sont diamétralement opposés. Rien ne rassemble Alain Soral et Ouria Boutedja. C'est 2 projets qui se percutent. Je veux dire, c'est contradictoire, c'est antagoniste. C'est pas sous prétexte de vouloir rassembler toutes les classes populaires que tu as le même projet. C'était dur mais nécessaire. Oui, désolé, on a fait 2 heures de Soral, mais c'était obligé parce que là, il essaye de faire son grand comeback. Il essaye de séduire de nouveau les rebeux, les renois et les musulmans derrière un discours patriotique mais totalement chauvin, totalement réactionnaire, totalement conservateur, anti-immigré, pro-frontière. Tu es obligé d'avoir un discours pour comprendre ce qui nous sépare d'Alain Soral. Le patriotisme internationaliste que prône Ouria Boutedja, il est anti-frontière. Il est pour l'accueil des réfugiés. Il est pour la régularisation de tous les immigrés, ce que n'est pas du tout Alain Soral. Et le patriotisme, c'est l'idée de Ouria de dire le terrain sur lequel là on peut œuvrer, c'est la France et de faire en sorte que tout le monde s'unisse en France dans un projet révolutionnaire, dans un projet réellement universaliste, dans un projet pour prendre le pouvoir en France et proposer une autre vision du monde, ce qui n'est pas du tout le cas de Soral, et notamment même sur de ne pas être en mode un papa, une maman, la famille traditionnelle. Déjà, ce que ça voudrait dire famille traditionnelle, mais on n'est pas du tout dans les mêmes logiques et dans les mêmes débats. Donc c'est bon, arrêtez de nous casser les couilles en mode Ouria Boutedja, c'est Alain Soral, c'est 2 projets antagonistes, ok? Et Soral revient, j'espère pour pas longtemps, et j'espère qu'on va vite faire en sorte que les musulmans, les arabes et les noirs ne soient pas conquis, ne soient pas séduits par ce discours. Mais bref, plutôt qu'aller lire des livres comme Comprendre l'Empire, vous allez rien comprendre, et d'ailleurs il y a un titre qui est très bien, c'est Comprendre Empire, allez lire plutôt les livres de Ouria Boutedja, Les Blancs, les Juifs et nous, ou Beauf et Barbare, et vous verrez les profondes différences, et arrêtez d'être traumatisés par les homosexuels, par les LGBT, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et en fait, les Soraliens hors de nos luttes. Là, je suis d'accord. On est d'accord, les gens. Les Soraliens hors de nos luttes. Les Soraliens, faut les choquer. Hors de nos luttes, les Soraliens.